Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée digitale de Ground Control et Acast. Merci de nous rejoindre dans cet événement. Je suis Laura Eisenstein du studio Ground Control et j'ai le plaisir d'animer cette soirée Feel Good. Oui, parce qu'on va pas se mentir, la période actuelle est pas très réjouissante et on s'est dit que ce serait sympa de rire, de se réjouir, d'écouter des personnalités du podcast qui nous font du bien depuis notre canapé. Ce soir, on a donc réuni des talents du podcast qui vont se succéder pour vous offrir de la bonne humeur, de belles énergies positives. Alors, au programme, du coup, nous avons pour commencer une carte blanche à Pénélope Boeuf, fondatrice du studio La Toile sur écoute et podcasteuse de talent. Ensuite, la team d'Acast vous proposera les bonnes résolutions du podcast parce qu'il est jamais trop tard pour faire ses vœux, même si nous sommes le 28 janvier. Ce sera avec Mathilde Truong et Cédric Bégoc. Et pour terminer, une conférence sur les secrets de l'interview Feel Good, celle qui vous fait sourire, qui vous fait rire et puis surtout vous sentir bien. Et donc pour cela, on aura le plaisir d'accueillir Fanny Ruet du podcast Les gens qui doutent et Fabrice Florent, triple podcasteur avec par exemple le contenu Histoire de Daron. Il y aura bien évidemment un temps de questions-réponses. À chaque fois, vous pourrez les poser soit sur le webinaire Zoom directement, soit sur le Facebook Live. Et puis, on se chargera de les retransmettre. Les invités vous répondront en direct. Je pense que tout est dit. On va pouvoir maintenant passer un bon moment ensemble et surtout commencer par accueillir Pénélope Boeuf. À toi l'honneur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, non, alors je sais pas, mais allons-y, on estime que vous m'entendez. Alors moi je m'appelle Pénélope Boeuf. Alors non, hein, c'est pas un pseudo pour ceux et celles qui me connaissent pas, je le précise parce que dès que je rencontre quelqu'un, on me pose la question. Et d'ailleurs, à chaque fois, je me dis que ces personnes ne doivent pas avoir une très haute opinion de ma créativité, parce que si j'avais pris un pseudo, honnêtement, j'aurais jamais pris celui-là. Généralement, quand on choisit un pseudo, c'est plutôt pour éviter qu'on se moque de son nom, quoi. Et disons que c'est plutôt rare de rencontrer quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Franck Dupont et qui choisisse comme pseudo Jean cul à sec. C'est rare. Donc moi, Pénélope Boeuf, c'est pas un pseudo, c'est disons que c'est plutôt une étrange association d'un joli prénom qui rime avec salope et d'un nom d'animal qui, au passage, est un taureau castré pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'est d'ailleurs principalement pour cette raison que je bénis mes parents de pas être un homme. Bref, donc s'il y a une quantité de gens qui, en me voyant, ne me pensent pas très créative, apparemment, l'équipe d'Acast et celle de Ground Control, elle, c'est plutôt l'inverse, et pense que je suis une machine à idées, parce que pour cet événement, elles m'ont donné un thème très spécifique, et puisqu'elles m'ont dit, Pénélope, ta carte blanche. Alors au début, j'ai cru que c'était une blague, et qu'elle me disait qu'on était sponsorisé par le café Carte Noire, mais que comme j'étais blanche, elle me faisait un petit jeu de mots, genre ta carte blanche. Puis en fait, non, pas du tout. C'était bien une carte blanche. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que la carte blanche, c'est pas vraiment un thème et c'est pas non plus très spécifique. Et surtout, je déteste la carte blanche, perso, je sais pas vous, mais je trouve ça hyper difficile de pas avoir de cadre. C'est un peu comme si je sortais du cadre là et que je vous parlais, c'est pas facile, quoi. Disons qu'il y a plus évident. Voilà. Ou c'est comme quand on est dans une pizzeria et qu'on a 3 pages de pizzas différentes sur le menu, bah d'un coup là, on a envie de tout. Puis en fait, non, on a envie de rien. Puis à la fin, on gueule parce qu'il y a trop de choix. En même temps, s'il y a eu qu'un seul choix, on aurait gueulé aussi. Ou comme sur Tinder, on dit franchement, mais c'est l'usine, il y en a beaucoup trop des mecs, là, on sait plus lequel choisir. Puis à un moment, on swipe, et là, l'appli nous dit, vous n'avez plus de nouveaux, on n'a plus de nouveaux profils à vous proposer. Mais attends, mais c'est quoi cette appli pourrie où j'ai déjà fait le tour en 1 heure? Voilà, de toute façon, on n'est jamais content. Mais bon, même si je râle, moi, je suis hyper contente d'être ici. Merci beaucoup à Cast, merci au Ground Control de m'avoir invité pour cette white card, j'ai envie de dire, même si je sais pas trop de quoi je vais vous parler, parce que quand j'ai demandé si on pouvait quand même me donner des pistes, on m'a dit ouais, bien sûr, c'est carte blanche, feel good podcast. Ouais, ok. Bah, c'est pas non plus ce qu'on appelle une vraie contrainte, dans la mesure où de toute façon, j'avais pas vraiment pour intention de vous parler de ma vie palpitante, hein, parce qu'elle n'est pas trop en ce moment, ou même de séries, parce que je pense qu'on a tous vu les mêmes. Queen's Gambit, Bridgerton, saison 4 de Crown, Fleabag, Bureau des légendes, bon. Mais si vous assistez à cet événement, c'est que a priori, vous faites du podcast, ou qu'en tous les cas, vous voulez en faire. Et donc, je vais simplement faire une ode. Alors, pas une ode NOD, hein, parce que ça ne veut rien dire, mais une ode qui ne s'écrit pas non plus comme ode en anglais, genre oh, it's odd, mais plutôt une ode à la vie, une ode à la joie, genre alléluia, un truc comme ça, quoi. Et là, ça va être une ode aux podcasteurs. Parce que je trouve que quand on dit aux gens qu'on fait des podcasts, il y a une sorte de mépris. Alors, le mot est un peu fort, mais c'est une sorte de ah ouais, cool, tu parles dans un micro, quoi. Et souvent, d'ailleurs, le ah ouais, cool, il s'accompagne d'un petit ah, mais j'en écoute jamais, je déteste. Ou encore, c'est quoi exactement un podcast? Et là, bon, bah, c'est peine perdue, vous savez, pour la soirée. Alors que nous tous, ici,
on sait. On sait que faire un podcast de discussion, par exemple, c'est pas juste donner la parole à un invité. On sait que trouver les invités qui nous intéressent, rien que ça, c'est du taf. Ensuite, il faut trouver son contact. Puis généralement, on galère. Du coup, il faut trouver dans ses propres contacts quelqu'un qui pourrait nous mettre en contact avec la personne en question, en espérant que celle-ci ne soit pas qu'à contact. Et quand enfin on a réussi à choper le fameux contact qui, on l'espère, fait du full contact, parce que ce serait un élément un peu rigolo dont on pourrait se parler, dont on pourrait se servir en interview, eh bien, on sait que 7 fois sur 10, notre message va rester sans réponse et qu'après 3 relances, on laisse tomber parce qu'on n'est pas non plus maso. Et on ressent cette exacte même frustration ou colère, injustice que quand on se fait salement ghoster par celui qu'on kiffe. Mais vivre ça, ça permet aussi au passage, aux podcasteurs qui sont en couple notamment, de réaliser ce que vivent les célibataires au quotidien. D'ailleurs, moi, je suis célibataire. Si jamais certains d'entre vous le sont aussi, on peut discuter en MP après. Alors, attention, moi, je ne dis pas que je ghoste jamais. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, moi, j'adore ghoster. Ça m'évite de dire que je veux plus voir le mec parce que j'aime pas son odeur, son rire ou juste son prénom. Mais en vrai, c'est sale de ghoster. C'est très sale. Honnêtement, je sais pas si c'est pire de ghoster que de tromper. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, avoir des canards qui nous suivent toute une vie ou un bras en mousse, c'est pas comparable non plus. Et pour autant, ça ne nous empêche pas de se demander ce qu'on préfère. Bref, du coup, on se rabat sur un autre invité qu'on trouve un peu moins bien, mais qui en fait fait quand même le taf. Et puis de toute façon, on n'a pas tellement de choix puisqu'il faut qu'on sorte cet épisode. Mais tout ce processus-là, on le dit à personne évidemment, mais nous, on le sait. On sait aussi qu'une interview, ça demande énormément de préparation en amont pour connaître toute la vie de celui qu'on invite, pour choper des petits détails de sa vie, de ses goûts, pour essayer de surprendre et surtout essayer de faire le buzz. Et un buzz, comme son nom ne l'indique pas particulièrement, ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'on récupère une phrase un peu choc de l'interview, on la sort de son contexte, on fait un post Insta, on le sponsorise avec 30 €, on fait un autre post 48 heures plus tard en mettant déjà 30 000 écoutes en seulement 2 jours, merci, merci, merci. Et là, on prie pour que personne nous demande un screenshot de nos stats parce que ça nécessiterait de gérer Photoshop pour ajouter un 0 à nos chiffres. Et là, ça devient un peu trop compliqué parce que, même si en vrai, sur Canva, on peut tout faire, on n'en peut plus d'avoir des visuels Canva intitulés la plupart du temps sans titre dans notre fichier téléchargement. Donc, un épisode de podcast que toute la France écoute et dont on parle à la télé, à la radio et dans les journaux, c'est sûrement très possible. En tous les cas, on l'espère à chacune de nos sorties d'épisodes de podcast. Mais ça, le rêve de faire un buzz avec un épisode, évidemment, on se le garde pour soi et on ne dit personne. Ce qu'on devrait surtout tous savoir, c'est que 80% des podcasts sont des interviews et que pour émerger avec une interview dans l'audio, il faut trouver un bon angle qui ne soit pas déjà pris, avec un ton et des questions qui soient ceux que vous aimeriez entendre si vous écoutiez une interview. On sait tous aussi, quand on voit les audiences des studios ou des podcasteurs indépendants, comme on les appelle, même si je trouve que cette appellation est pourrie, parce qu'un podcasteur indépendant qui monétise est avant tout un média, c'est un autre sujet, et ils embellissent la réalité. Ils rajoutent tous 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 000 écoutes en plus. Parce que, est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des podcasts qui, au moment même où on leur demande leurs chiffres, ont exactement 200 000 écoutes par mois pile poil? Perso, moi, j'ai jamais lu nulle part que tel podcasteur faisait 174 550 écoutes par mois. Non, parce que s'il en avait 174 550 écoutes, il va pas dire qu'il en fait 174 550, ni même 175 000. Non, c'est pas un chiffre rond, ça sonne pas juste, c'est pas musical. Et puis, de toute façon, qui est-ce qui va les vérifier? Alors, on arrondit au-dessus, évidemment, et ça, bien sûr, on le sait tous, parce qu'on le fait tous. Enfin, peut-être pas tous, mais si vous ne le faites pas, il serait temps de le faire parce qu'honnêtement, tout le monde le fait. Mais ça, les vrais chiffres, évidemment, on les donne à personne. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on communique, on n'a qu'une seule peur, c'est que les salariés d'Acast, qui sont finalement les seuls au courant de nos chiffres, vendent la mèche. Et au fond, on sait qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ce qu'on devrait surtout tous arrêter de faire, c'est de mentir sur ces chiffres, c'est d'arrêter de profiter des marques qui n'y connaissent rien et qui ne nous demandent même pas un screenshot de nos stats pour vérifier que nos 10 000 écoutes par jour ne sont pas passées par Photoshop juste avant. Et que vendre un coup par 1000 à 100 €, honnêtement, ça pète le marché. Parce qu'on sait tous aussi que c'est un des problèmes du podcast, ça, l'opacité des audiences. Et que tant que tous les podcasteurs n'auront pas leurs écoutes affichées comme sur YouTube, le marché mettra du temps, beaucoup de temps à se structurer. Et ça, personne ne le dit vraiment trop fort parce que ça voudrait dire qu'il faut révéler ses vraies audiences. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le veut. Enfin, sauf ceux qui arrivent à générer des écoutes avec des applications ad hoc. On sait tous aussi qu'en tant qu'auditeur, soi-même de podcast, même si la majorité des podcasteurs n'écoutent pas de podcast, on est tous au courant, que c'est une énorme galère de chercher des nouveaux podcasts sur les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes d'écoute, c'est partout pareil. Honnêtement, c'est imbitable. Et même si on dit que cette application-ci est mieux que cette application-là, on sait tous que c'est aussi galère de tomber sur un bon podcast qui va nous faire vraiment kiffer que de trouver une bonne série sur Netflix qui va nous faire nous coucher à 4h30 du mat. Mais ça, évidemment,
on se retient de le dire trop fort parce qu'on soutient notre média, même si on est un peu les seuls à soutenir, et que si ça se sait qu'il y a un réel problème de découvrabilité, c'est la merde. Les gens vont se lasser, vont tourner le dos au podcast, nos audiences vont chuter, on ne pourra plus monétiser, Acast va mettre la clé sous la porte, on n'aura plus d'argent pour bouffer. Mais on continuera quand même à créer en oubliant l'aspect financier parce que ça nous fait kiffer. Mais ça finira sûrement finalement par nous faire chier de passer nos journées à inventer, imaginer, dénicher, interviewer pour à la fin espérer qu'il y ait une putain d'appli qui soit facile d'utilisation et intuitive et qui rende possible de créer sa chaîne de podcast avec des sous-chaînes pour qu'on puisse avoir des formats différents et que les auditeurs nous trouvent facilement, et puis qu'il y ait un outil de recherche par durée et pas que par thématique. Parce que je comprends pas ça, moi. C'est quoi la première question qu'on pose quand on nous recommande une série Netflix? Ça parle de quoi? Ok. Et ensuite, ça dure combien de temps? Et ensuite, il y a combien d'épisodes? Et ensuite, il y a combien de saisons? Alors, s'il y a des gens dans les quelques participants qui nous regardent, de Deezer, de Spotify, d'Apple, de Podcast Addict, de Castbox et j'en passe qui sont là, si vous voulez gagner des parts de marché, adaptez votre parcours utilisateur en créant des entrées par durée de podcast. Et vous allez voir que vous allez faire grimper votre nombre d'users par 10. Ou, franchement, s'il y en a un d'entre vous qui s'y connaît un peu en tech et qui est développeur, foncez parce que c'est la ruée vers l'or. On sait tous aussi que quand on dit qu'on fait des podcasts à des personnes qu'on croise, il y en a toujours une sur deux, voire les deux, à qui on doit expliquer ce que c'est exactement. Et que quasiment à tous les coups, alors même qu'on a dit que c'était du contenu audio, on va avoir droit à... Et donc, il n'y a pas d'image. Alors, on a beau leur expliquer pendant 10 minutes que non, hein, c'est que du son. Mais je ne sais pas pourquoi, ils ne peuvent pas s'empêcher, comme s'ils n'écoutaient pas ce qu'on leur disait, d'enchaîner avec « Ok, et donc, où est-ce qu'on peut les regarder, tes podcasts ?» Mais comme, au fond, on n'a qu'une seule envie, c'est qu'ils s'abonnent, qu'ils mettent 5 étoiles, ajoutent un commentaire, et même s'ils n'écoutent pas nos podcasts, au fond, on s'en fout un peu, eh bien, on prend sur soi et on réexplique gentiment pour la énième fois qu'il peut écouter nos podcasts au même endroit qu'il écoute sa musique, par exemple. Alors, si par malheur, cette personne a moins de 25 ans, elle vous dira qu'elle n'écoute pas de musique, mais qu'elle regarde uniquement des clips sur YouTube. Et alors que vous vous étiez résigné à ne pas mettre vos podcasts sur YouTube, pensant que les avoir disponibles sur une trentaine de plateformes, ça suffirait largement, vous finissez votre soirée un peu deg et dep, comme on dit, soit dégoûté et déprimé, et surtout très énervé parce que vous savez que vous allez devoir les mettre, ces putains d'audio sur YouTube, en y ajoutant à chaque fois une image différente pour chaque épisode, et bien sûr, le pire de tout, mettre des sous-titres. Parce que ce qu'il y a de formidable, c'est que ceux qui n'aiment que les vidéos n'aiment apparemment pas le son et préfèrent lire ce qu'on leur raconte. Mais ils n'aiment pas pour autant les livres. Et au moment où vous vous figurez dans votre tête en train de passer 1 heure par tranche de 5 minutes pour essayer de corriger et caler les sous-titres de votre putain de vidéo, que concrètement 15 millennials au passage sûrement illettrés vont regarder, cette personne qui vous a finalement décidé à ouvrir une chaîne YouTube, et c'est pas une si mauvaise idée, vous interpelle avec un « Franchement, si tu ouvres une chaîne YouTube pour tes podcasts, profites-en pour mettre des images animées, parce que personne ne va regarder une image fixe pendant 30 minutes. Hein. » Et ça, ce moment de détresse et de solitude qu'on vit à ce moment-là, on n'en parle à personne, parce qu'au fond, on sait qu'il a raison, mais on n'a pas que ça à foutre. Ce qu'on devrait surtout tous savoir, c'est qu'il faut une chaîne YouTube pour multiplier les canaux de diffusion, parce que quoi qu'on dise, un format vidéo, même sans image animée, restera toujours plus viral qu'un format audio, et que même si c'est painful, time-consuming et fucking boring, je sais pas pourquoi je parle anglais, mais je trouve ça plus stylé, ça vaut le coup pour accroître sa visibilité. On sait tous que quand les personnes qu'on rencontre, à qui on dit qu'on fait un podcast, nous soutiennent qu'elles vont écouter ce qu'on fait et nous dire ce qu'elles en pensent, il y a très peu de chances qu'elles le fassent en vrai. Ou si elles le font, on n'en saura rien. Parce qu'elles vont pas se donner la peine de mettre un commentaire parce que c'est long de poster un commentaire, c'est vrai. Ça prend quoi? 1 minute 30 d'aller sur l'appli, d'écrire un message et puis surtout, c'est hyper engageant de s'abonner à une chaîne. Bah oui, c'est gratuit, il n'y a pas de mot de passe à retenir et puis tu ne reçois pas de newsletter. Donc il faut les comprendre. On n'a pas l'habitude d'avoir du contenu gratuit, accessible, un peu quand on veut, qui ne soit pas trop intrusif. Et si elles n'écoutent pas, c'est dommage parce que nous, on sait que quand on commence à écouter un podcast, c'est un peu comme les tatouages ou les cunilingus. Quand on découvre ce que c'est, on ne peut plus s'en passer. Mais ça, à râler parce qu'un tel nous a pas mis de commentaires, c'est pas abonné à notre podcast, on l'intériorise parce que ça craint de se plaindre pour ça. Et bien sûr, on le dit à personne. On sait aussi tous que depuis qu'on a lancé notre podcast, on n'a plus tellement de vie sociale. Plus de soirées, plus de week-end. Si on part en vacances, on sacrifie notre trousse à maquillage pour notre Zoom et notre micro pour pas avoir à payer un supplément bagage. On a remplacé nos amis par nos copains podcasteurs qu'on n'a jamais vus en vrai, mais avec qui on chatte tous les jours, sur Instagram ou via des groupes WhatsApp, Slack ou Discord. On a aussi remplacé notre mec par notre Audacity et on a aussi remplacé notre famille qui était toujours là par notre nouvelle famille Acast qui est toujours là quand on a un problème à toute heure du jour et de la nuit et surtout la nuit parce que nous, on aime bien faire tout à l'arrache. Mais si ça, tout le monde le sait, le voit et nous le reproche, on ne dit pas qu'on est bien plus heureux comme ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprendrait. On sait tous au fond que dire qu'on est podcasteur, c'est hyper réducteur parce que
on ne fait pas que parler dans un micro. On écrit, on enregistre, on monte, on fait la com, on doute parce qu'il n'y a pas d'écoute, on a la rage quand personne partage, on crie quand il y a un putain de bug sur Audacity et on pleure quand on ne publie pas à l'heure. Et tout ça, là, ça fait nous des artistes, mais ça, on le dit à personne. Alors pour ceux d'entre vous qui ont envie de faire un podcast mais qui n'osent pas, ou qui en ont déjà un mais qui veulent en faire un deuxième et qui se demandent s'ils sont légitimes à en avoir deux, surtout si c'est un format différent qu'ils n'ont jamais expérimenté, moi, ce que je peux vous dire, à travers mon expérience, c'est qu'on doit faire ce qu'on a envie de faire. On doit rester qui on est, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mes chaînes qui ont le plus d'écoute, c'est celles où je suis moi, où je dis de la merde, où je dis ce que je pense, où je fais des blagues pourries, même si au fond, moi, je pense qu'elles sont plutôt brillantes. Et donc, il faut s'écouter. Alors, il faut s'écouter cette phrase, on l'entend à tout va, elle est con, elle est sacrément con, parce qu'elle a l'air tellement facile. Mais elle n'est pas tant que ça. Enfin, si, en vrai, elle est facile à dire, mais surtout quand on l'a mise en application. Et là, alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais en vrai, si je m'écoute, bah, là, tout de suite maintenant, je crois que j'ai envie d'une clope, mais je vais me retenir. Mais surtout, j'ai envie de rapper. J'ai envie de faire un rap, quoi, comme Booba, Orelsan, MC Solar. Quand je suis un peu stressée, j'ai envie de rapper. J'adore faire des raps sur des beats que je trouve sur Internet. Alors, je me fais pas tellement chier, hein. Je tape rap, beat, musique dans Google et généralement, je prends les premiers liens qui sortent. Le problème, c'est que je sais pas du tout rapper et puis ma coupe au carré de bourgeoise coincée, ça aide pas tellement à me donner de la crédibilité. Et ensuite, bah, je crois que c'est un métier. Enfin, comme journaliste, chroniqueur, reporter, intervieweur finalement. Mais à part quelques exceptions près dans le monde du podcast, on s'est tous plus ou moins improvisés, journalistes, chroniqueurs, reporters, intervieweurs, pour faire nos podcasts. Donc, bah, j'ai envie de me faire kiffer là, pendant cette white card feel good qui n'est pas un thème, ni une contrainte, ni même une direction artistique sponsorisée par du café. Donc, je vais faire un rap. Et c'est le moment où vous pouvez tous vous foutre de ma gueule, d'autant qu'il n'y a pas un bruit puisque vous êtes sur mute et qu'en plus on ne voit pas vos têtes. Et en même temps, je m'en fous un peu parce que j'ai toujours rêvé de rapper en public et c'est très étonnant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi aucun rappeur ne m'a jamais contacté pour faire un featuring alors que je trouvais que Pénouche feature de Booba, c'est stylé, mais bon. Wesh, wesh, dans la place. Pénouche est dans la place, wesh, wesh, c'est le rap. C'est le rap des podcasteurs, ouais, ouais. J'entends rien, je veux des likes. Je veux des comments, les gars, là. Allez, là, on monte les beats, on monte le son. Ouais, ok, on y va. On est des putains d'artistes, on kiffe monter les pistes, Audacity Reaper, Audition e-movie, on bouffe du montage et ça nous fout la rage. Mais c'est tellement trop kiffant qu'on y dédie tout son temps. S'il n'y avait pas Acast, on n'aurait pas de podcast. Enfin si, il y a Ocha, mais là-bas y a pas un chat. On est accro aux étoiles, on serait prêt à se foutre à poil pour un putain de commentaire, même si c'est Bruno Le Maire. Pour ne pas supplier, moi ma technique que je fais, c'est que je prends les téléphones et je signe Perséphone. Ça passe inaperçu et surtout qui l'eût cru qu'une podcasteuse avoue qu'elle essaie de combler les trous. Mais c'est le nerf de la guerre, le podcast c'est vénère. Si tu veux émerger, faut de la visibilité. Y a pas 1000 solutions. Si tu veux être un champion, faut trouver des techniques pour faire partie de la clique. Et surtout faut travailler, car ça finit par payer. Et surtout, n'aie pas peur du jugement des haters. C'est peut-être le premier et sûrement pas le dernier. Il faut pas y penser, continue à créer. La bannière sur Apple, tu l'as pas, tu fais la gueule. T'as qu'à demander à Acast. Il paraît qu'ils ont des passes de classement. T'y es pas, on s'en fout, t'en fais pas. Ce qui compte au bout du compte, c'est de produire sans faillir. On est des putains d'auteurs, on n'a pas de droit d'auteur. On y passe toutes nos heures sans pouvoir se payer du beurre. Au final, on s'en fout, si on le fait, c'est pour nous. Peut-être un jour, aïe aïe aïe, on plaira à Spotify. Et alors tout ce contenu pour lequel on s'est cassé le cul sortira en nouveauté et on pourra se la péter. En attendant, on tient le volant et surtout on serre les dents, même si ça prend la tête. Surtout pas, on s'arrête. On est des putains de warriors, nos productions valent de l'or. Peut-être à croire c'est difficile, mais pour personne c'est facile. On est comme des chiens de faïence devant nos chiffres d'audience, comme si le nombre était juge alors qu'il y a que toi qui te juge. Si tu te prends pour un boss, que la journée tu bosses. Si tu lâches pas et que tu ne lâches pas, tu verras que d'un coup 10 heures te fera coucou. Et alors ce jour-là, tu te remercieras. Voilà, bon bah ce mauvais rap, c'était juste pour vous dire que le podcast est charmé parce que c'est libre, c'est créatif, il y a concrètement zéro contrainte. Concrètement, j'aurais pu faire ce podcast, ce rap en podcast. Et s'il y a une chose à faire pour émerger, c'est de porter son podcast haut sur sa tête. C'est-à-dire qu'il faut produire du contenu, ne pas lâcher jamais, en parler partout. Je vais arrêter les trios et il faut y croire. Je viens de passer 2 ans à ne pas dormir, à ne pas dater, à ne pas voir mes potes. Et aujourd'hui, je cumule 4 millions d'écoutes et je me verse un salaire très correct grâce au podcast de Marc. Et d'ailleurs, elles savent que j'écris, que j'enregistre et que je monte tout depuis mon 40 mètres carrés sur mon canapé
Certes, c'est très insonorisé, mais quand même. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, un peu de sacrifice, mais tellement de kiff. On rencontre du monde, on sort de sa zone de confort, on se met en danger, on se challenge, on gagne quelques centimes d'euros, on apprend, on se perfectionne, on devient meilleur. Et le risque à faire un podcast, il est littéralement de zéro. Parce que si personne n'écoute, personne n'écoute. Donc, personne ne saura que vous êtes merdé. Et surtout, ça ne peut que vous apporter. Et si vous vous donnez les moyens, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, c'est un peu facile de dire ça pour moi qui ai monté mon studio et pour qui les podcasts marchent plutôt correctement. Mais j'ai plein d'exemples autour de moi de podcasteurs qui réussissent alors qu'ils sont partis de zéro. Et s'ils réussissent, c'est principalement parce qu'ils ont bossé comme des dingos. Il n'y a pas de secret. Et surtout, ils y ont cru plus que tout au monde. Et si le podcast est feel good, c'est parce que la communauté des podcasteurs est feel good, que notre hébergeur préféré à Cast est feel good, je fais un peu de lèche, et que quand on écrit, qu'on enregistre, qu'on monte, et qu'enfin on appuie sur le bouton programmer ou publier, et bien ce moment-là, il n'est pas feel good, il est orgasmique. Et rien que pour ce tout petit moment qui dure pas très longtemps, mais qui fait du bien, toutes ces galères, ces sacrifices, cette énergie et ce temps qu'on met à faire notre podcast, et bien franchement, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, bravo Pénélope. Alors, je crois qu'il y a une carrière qui se dessine. Vu les commentaires sur Zoom, j'ai pas vu encore sur Facebook. Il y a Booba qui regarde ou pas? Ça, je sais pas. La technique ne m'a pas encore mis au courant là-dessus. Mais on te demande quand sort l'album. Donc bientôt, là, je suis en pleine EP, là. Je suis en pleine EP, ça va sortir. Je sais pas ce que ça veut dire, cette phrase. En tout cas, vraiment, c'est hyper inspirant et c'est ce qu'on peut voir dans les commentaires. Enfin, je ne sais pas s'il y a des podcasteurs et des podcasteuses même parmi le public, mais le speech que tu as fait à la fin est magnifique et comme tu dis, c'est une ode aussi à tout le travail qui est effectué dans le podcast et on démarre souvent de rien et on donne corps et âme et ça paye, donc bravo Pénélope. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas certaines personnes qui ont des questions à te poser. On peut prendre une ou deux questions en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent. On a le droit à Booba laisse son trône. Allez! Et d'autres personnes te félicitent vraiment pour cette carte blanche. Et tu vois, finalement, il n'y avait pas réellement de thème, de précision et tu t'en es très bien sorti. Ouais, donc, c'est ça l'inspiration. Merci à vous. Alors, on a Célia Pasco qui te demande quels sont les prochaines steps pour toi. Eh ben, je sors l'Arnaque le 8 février, la saison 9 de l'Arnaque que j'avais arrêtée il y a un an. Je m'étais arrêtée à la saison 8. Là, je sors la saison 9 le 8 février pour une douzaine d'épisodes sur le thème des dates foirées. Donc voilà, j'en ai choisi que 12. J'en avais 50, mais j'en ai choisi que 12. Et puis le 17 mars, je sors un livre. Je sors un livre qui s'appelle Les aventures de Pénélope Boeuf. Et Bravo. c'est un tome. Mais il y a les 2 premiers qui sortent le 17 mars et ensuite le 6 mai, je sors un livre sur comment créer le podcast et je donne tous mes tips, toute mon âme, toutes mes tripes pour apprendre à faire un podcast, les ficelles, les machins, les trucs. Voilà. Bravo, c'est des énormes projets 2021 pour toi, donc l'année commence parfaitement. Ouais. Vraiment, bravo. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, ça montre vraiment que en 2 ans, tout est possible en tout cas et c'est très inspirant. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout est possible. Il faut juste bosser et en vouloir et y croire. En fait, à partir du moment où on y croit et qu'on a envie, je pense qu'il n'y a pas moyen que ça marche pas. Il n'y a pas moyen que ça marche pas. Il n'y a pas moyen que ça marche pas. Il faut se répéter cette phrase dans sa tête et puis il y a un moment, on va tout faire pour. Et en fait, si on fait tout pour, forcément que ça va marcher. C'est un énorme investissement en tout cas, mais c'est ça possible vaut le coup. Et ça vaut le coup, comme tu dis. On a Dorothée Chedeville qui demande est-ce que tu as des exemples de marques qui ont réussi à lancer leur podcast? Oui, alors il y a beaucoup de marques qui ont réussi à lancer leur podcast. Alors moi, j'ai notamment accompagné Mythique dans la création de leur podcast. C'était des formats courts. On a fait 3 saisons. Ils ont fait 300 000 écoutes. Donc ça a été un gros carton. Et après, il y en a plein. Il y a des marques de fringues, il y a beaucoup de marques de luxe en ce moment qui se lancent. En fait, j'invite Dorothée à aller regarder sur Internet podcast de marque. Et elle en trouvera plein. Et on a une dernière question de Baptiste Ozéo qui demande toi, présidente de la République. Franchement, non. Présidente de moi-même, mais pas de la République. Merci vraiment, Pénélope. Merci à tous. Merci pour tout. C'était une super carte blanche. J'espère que ça a pu faire du bien à tout le monde de t'écouter et d'entendre des choses aussi inspirantes. Donc, mille merci et puis bravo pour la suite. On aura hâte de lire tes livres.
Merci. Écoutez tes podcasts surtout. Merci Pénélope. Maintenant, on va continuer cette soirée. Elle a très très bien commencé. Et on va la continuer avec cette team d'Acast. Mathilde Truong et Cédric Bégoc vont nous rejoindre. Ils sont là pour les Hey! bonnes résolutions du podcast un 28 janvier. Oui, bah, il est jamais trop tard, mais quelle pression d'enchaîner après tellement d'énergie. Nous, on a, comme d'hab, nos petites 13 et tout ça. Donc, on a des trucs cool prévus, mais on n'a pas de rap, en tout cas, prévu ou de prestations artistiques d'aucun type musical qui soit. Mais trop cool, trop content d'être là. Est-ce que Cédric a activé sa caméra? Oui, je le vois pas. je crois qu'il ne l'a pas encore activé, mais le son Alors, en est fait, bon, j'essaye de normalement. l'activer, mais je crois que vous... Ah, voilà, super, vous m'avez envoyé une invite. Parce que... Eh bien, Alors, c'est à je vous vais prendre alors, la Cédric DV. et Mathilde, je vous laisse Trop nous dire ces bien. bonnes résolutions. Quel génie, Pénélope. Quel génie. Alors, je vais prendre Incroyable. le partage d'écran parce que Pénélope l'avait pris. Hop. C'est super dur de passer après Pénélope Boeuf et ce double rap. Je ne sais pas quoi faire. C'est clair. Dis, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois mon écran? Je vois ton écran, il est très beau d'ailleurs. Formidable, c'est notre joli logo. Et bah écoutez, bonjour à tous à tous et à toutes, ravie d'être là. Donc moi je suis Mathilde, je m'occupe de travailler avec les créateurs et créatrices de podcasts chez Acast. En gros, mon métier c'est de les accompagner à développer leur contenu, et c'est ce qu'on fait par exemple avec Pénélope Boeuf, qui a eu la gentillesse de nous citer plusieurs fois, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on bosse avec elle. Et l'idée aujourd'hui, c'est que Cédric et moi, on vous parle un petit peu de bonnes résolutions. Alors, bonne résolution, c'est vraiment parce que la période permet qu'on dise ça. C'est clair. Mais en gros, c'est des petits tips qui ont l'air de pas grand-chose, qui parfois sont un peu boring, genre on se dit ouais, je vais faire ça plus tard, mais qui peuvent changer la vie d'un créateur ou d'une créatrice de podcast, notamment les créateurs et créatrices indés, qui souvent ont une montagne de choses à faire, une montagne de métiers différents, depuis ingé son à community manager. Et donc, c'est des petits tips qui à la fois viennent de notre expertise à nous, et à la fois viennent des retours des podcasteurs qu'on a questionnés là-dessus sur notre serveur Discord. Donc, j'en profite pour de l'auto-promo, mais on a un serveur Discord que vous pouvez trouver en lien, par exemple, dans notre bio sur Instagram, où il y a plein de podcasteurs qui s'échangent des conseils, échangent avec nous, partagent leurs dernières créations, leurs dernières idées, leurs derniers questionnements. Et on s'est basé aussi sur ça pour faire cette petite présentation. Tout à fait. Et c'est vrai Du coup, que, l'idée, c'est de... Ouais, pardon, excuse-moi. Pardon. Non, mais L'idée, c'est vrai de faire ça en 3 parties, globalement, parce qu'on aime bien la structure. Enfin, 3, 4, je crois. On a une petite partie du kiff à la fin. Et comme je suis une contrôle fric de l'organisation, je vais commencer avec la partie sur l'organisation. Parce que ouais, c'est relou les tableurs Excel. On en parlait juste avant avec les autres conférenciers. Moi, je suis une zinzin des tableurs Excel. Mais en fait, on peut réussir se réorganiser pour rendre plus clair et plus précis sa ligne édito. Sans non plus être dans un cadre fermé. L'idée, c'est de parler aussi d'élargir donc ses territoires avec ses liens et sa commu. Ça, c'est Cédric qui va en parler un petit peu plus sur la partie réseaux sociaux, échanges avec la communauté. Et puis ensuite, on va passer sur tous les trucs, justement, comme je disais, qui ont l'air boring, qu'on traite jamais et que pourquoi pas maintenant, finalement. Alors attends, j'ai pas le lancement. Voilà. Donc sur penser l'organisation dans le détail, j'ai pris une petite citation de Fanny Ruet qui va passer juste après parce que j'ai vu passer ça sur Twitter et j'ai trouvé ça extrêmement cool sur le fait de faire le planning prévisionnel des invités de son podcast, donc Les gens qui doutent, qui est un excellent podcast, pour les 6 prochains mois et de ne rien respecter. C'est exactement la vibe que je veux transmettre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est cool de faire des plannings et de faire des plannings comme je l'ai écrit avec des deadlines et des dates pour tout ou presque. Il y a des gens qui nous faisaient remonter dans le Discord que des tips qui les ont aidés, c'était de prévoir depuis la date de l'enregistrement d'un épisode jusque la date des posts et des types de posts à faire sur Insta et de prévoir une ligne édito sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est très cool de faire ça. Ça permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble sur où est-ce qu'on veut amener ces auditoristes sur le podcast. Et en même temps, il ne faut pas s'enfermer dedans parce que le tableau il est là pour être là comme un guide et pour vous aider à vous organiser dans le quotidien, dans le détail de toutes les tâches qui sont à faire. Mais c'est cool aussi de s'en affranchir. Et en fait,
Le truc, c'est que c'est difficile de s'en affranchir s'il n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est cool de faire en sorte que il existe, qu'il soit là, qu'on puisse se baser dessus, qu'on puisse le partager si on travaille pas tout seul, même en indé, mais qu'on puisse aussi s'en détacher et prendre des libertés parce que, je sais pas, vous faites un podcast d'interview et il y a une actu chaude et vous avez la possibilité d'avoir, même si c'est pas prévu dans votre planning, quelqu'un en lien avec cette actu chaude, et ben allez-y, sortez de votre planning, c'est un peu la meilleure chose à faire. Sur la prévision de la ligne édito, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec une podcasteuse il y a pas longtemps sur le fait que quand on lance un podcast, on a envie de parler de plein de sujets en lien avec une thématique globale. On a envie de faire plein d'épisodes et parfois c'est difficile de se projeter à dans un an de quoi j'aurais parlé, où est-ce que j'aurais emmené mes auditeurs et mes auditrices. À qui j'aurais déjà parlé, vers qui je vais aller, comment je vais faire évoluer mon contenu. Et tout ça, c'est hyper intéressant de prendre le temps de se poser régulièrement, et pourquoi pas en début d'année, du coup, pour réfléchir à c'est quoi les épisodes qui viennent, c'est quoi les thématiques qui viennent, comment je veux les traiter, comment je fais en sorte de pas avoir par exemple, 2 épisodes sur la même thématique d'affilée, mais de mieux les répartir et de mieux alterner pour pas lasser mon audience. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être prévues en amont. Et ça inclut aussi tout ce qui est des épisodes bonus, des mini-séries quand il y a, je vais prendre, je sais pas, l'exemple de Programme B, par exemple, qui est un podcast d'actualité, donc qui sort tous les jours un épisode sur l'actualité et qui a des mini-séries dedans inclus de temps en temps. Ça peut valoir le coup de réfléchir à ça en amont. Et ça vous permet de prévoir vos vacances. Parce que comme disait Pénélope, les podcasteurs indés ne dorment pas beaucoup et ne prennent pas beaucoup de vacances. Et en fait, de prévoir une vision sur les 6 prochains mois, ça permet de se dire, ok, dans les 6 prochains mois, quand est-ce que je vais prendre une pause? Et du coup, pendant cette pause, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de publier? Si oui, est-ce que je fais un épisode pour dire j'arrête de publier pendant une semaine? Ou alors, est-ce que je fais une mini-série? Et dans ce cas-là, combien d'épisodes? Sur quelle période? Est-ce que je pars 2 semaines? Est-ce que je pars 2 mois en vacances? Et puis, est-ce que je fais des rediffs? Est-ce que je fais des épisodes bonus? Est-ce que je fais une mini-série en 6 épisodes sur une thématique précise que j'ai pas eu le temps d'aborder avant? Tout ça, ça permet de le voir venir et de vous prévoir des temps de repos. Et un dernier point qu'on nous a remonté, et qui est assez intéressant parce que, pareil, c'est des discussions qui sont assez actuelles sur le fait que le podcast est en train de se structurer et qu'on peut plus juste enregistrer et dire ok, vas-y, viens, on parle, on s'enregistre et on le met sur Internet. Enfin, ça marche, mais si on veut percer, c'est plus compliqué. C'est de créer un conducteur, quoi qu'il arrive, même lorsque son podcast, c'est un podcast de talk. Par podcast de talk, j'entends soit des podcasts où il y a plusieurs personnes qui parlent, plusieurs chroniqueurs, type un peu Laisse-moi kiffer, Pardon maman, où il y a 4 chroniqueurs qui vont présenter des choses. Donc l'idée, c'est de créer un conducteur pour la répartition de la parole, les thématiques abordées, faire en sorte qu'il n'y ait pas les 4 chroniqueurs qui présentent une série Netflix tous les 4, par exemple. Ou alors, j'élargis un peu la thématique talk, ça peut être quand c'est des interviews, et notamment tout ce qui est interview inspirante, c'est cool parce que ça va être un sujet qui va être abordé juste après. C'est intéressant d'avoir un conducteur, alors ça veut pas forcément dire un conducteur écrit, où toutes les questions sont détaillées, où on n'a aucune place à l'improvisation, à répondre aux personnes, à la personne en face de soi, etc. Mais c'est créer un fil conducteur, savoir où on va. Ça permet aussi de pas faire perdre à la personne 4 heures de son temps d'interview alors qu'on va en garder qu'une demi-heure et de soi-même pas perdre 2 heures et demie à dérocher le contenu parce qu'en fait il y a que quelques parties qui sont intéressantes. Et ça permet d'éviter, et là c'est vrai que je vais avoir besoin de tes signaux parce que j'ai du son qui va passer et il va falloir que tu me fasses signe s'il n'y a pas de son qui passe. Ça permet d'éviter cet écueil. Donc il y a cette vidéo extrêmement drôle qui a été publiée par, je pense, un podcasteur UK sur les podcasts qui veulent rien dire. J'ai fait un sous-titrage basique, mais qui devrait servir à comprendre. Yeah, that's so true. You know, I'm really glad you brought that up. I think this is really important. And if I can just speak about this for a minute, because I've really been thinking about this quite a lot. And here's the thing, right? Here's when it all comes down to it and we really begin to understand, this is what I think, but this is why we have you on. It's my opinion. But so my friend works at the New York Times, right? Oh, nice. Yeah. And so this is what I think. There's a lot of conversation and there's a lot of dialogue around the subject without really dissecting and understanding the subject. And I think what we really need, and
I've said this before. I've said this on my podcast. If people want to check that out as well. But we'll put the link in. I think what's really important is that we generate more conversation around, I mean, what we're doing right now. Yeah. You know? Yeah. This kind of like, it's so important. No, for sure. It's so important. It's so important. It really is. Like, we need really this. Yeah. Voilà, ça permet d'éviter de parler pour rien dire pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est ce que Pénélope disait tout à l'heure, c'est bien tout se relie, mais c'est compliqué de percer avec un podcast d'interview ou un podcast de talk, vu qu'il existe plein de contenus. Éviter cet écueil, c'est une bonne manière de réussir à le faire. Si, la commune, vous m'entendez ? Ouais. Confirme Mathilde, super. Effectivement, si la commu, donc dans cette série de petits tips, il y a aussi effectivement le fait de s'appuyer sur la communauté, comme le disait Pénélope. Effectivement, un podcast, ça se porte sur sa tête parce que l'idée, c'est aussi d'embarquer un petit peu les gens dans l'aventure. Et dès que les gens sont un peu embarqués, ils nous le rendent bien, comme on a pu le voir avec le public enflammé du rap de Pénélope. Et donc, en fait, c'est aussi les embarquer sur toutes les petites tâches en fait, de la publication régulière d'épisodes de podcast. Et ça peut être des choses très simples. Il faut vraiment travailler cet aspect dialogue avec la communauté, demander de l'aide, leur demander des questions. Et en fait, quand on demande de l'aide à sa commu, ça peut être pour des choses très simples du type sourcer en fait, les invités. C'est-à-dire, qui est-ce que je devrais inviter ? Est-ce que quelqu'un a un contact avec tel invité ? En fait, du coup, c'est vraiment une façon aussi, les fameux 6 degrés de séparation où on connaît tous n'importe quelle personne sur la Terre, sauf qu'il y a 6 personnes entre nous. Ça permet parfois, en fait, juste de se rendre compte qu'on n'est pas si loin d'un invité qu'on rêverait d'avoir et qui est complètement dans le sujet, simplement parce qu'on a un auditeur qui est copain avec son frère ou ce genre de choses. Aussi, poser des questions sur tout ce qui est réseaux sociaux, visuels, toujours demander du feedback, demander pourquoi pas d'aider à créer en fait des visuels, parce que nous, les créateurs et les auteurs sont pas forcément, les artistes sont pas forcément graphistes, donc effectivement demander à la commu si elle peut passer un coup de main gratuit ou payant, tout en étant tout à fait transparent avec eux, pour aider à faire fonctionner et faire propager le podcast. C'est vraiment des choses qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait faciles et tout à fait payantes à faire. Un autre petit tip qui nous a été pas mal poussé par Barthélémy Fens, qui anime le podcast Extraterrien, podcast de sport avec des personnalités inspirantes, sport mais pas que, c'est de passer autant de temps sur la distribution, sur la prod. Donc c'est vraiment en fait, une fois que l'épisode est en boîte, qu'on a passé une nuit sur Audacity, que ça a planté 2 fois, et qu'on a enfin réussi à l'avoir et qu'on clique sur publier, c'est en fait de ne pas s'arrêter là. Il s'agit de le faire savoir à tout le monde, sur tous les réseaux sociaux auxquels on est connecté, faire savoir que l'épisode est sorti. Donc c'est effectivement aller le crier sur les toits, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, vraiment faire le suivi de la communauté. Quand on a une newsletter, même s'il n'y a que 20 abonnés, ne pas hésiter aussi à reprendre le contact, le faire savoir. Parce que effectivement, vos abonnés juste peut-être l'ont pas vu passer, peut-être sont abonnés à d'autres podcasts, ça peut arriver, des traîtres, et donc ils n'ont peut-être pas vu passer l'épisode. Donc c'est toujours super intéressant de prendre vraiment ce temps-là, cette petite heure dans les 2-3 jours qui suivent, pour bien communiquer avec tout le monde et juste faire savoir que c'est sorti partout où on peut publier du contenu sur Internet. Ça mérite aussi parfois de faire une action un peu spécifique. Quand on a un invité qui est particulièrement cool, ou une personnalité, ou quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, effectivement, c'est aussi, pourquoi pas, faire une petite vidéo, faire un audiogramme à poster sur Instagram, pourquoi pas, en fait, si on se sent très en veine, aller directement contacter les plateformes, Deezer, Spotify, et évidemment, ceux tout en haut du trône, Apple Podcast, pour demander des mises en avant. Alors, il y a beaucoup de podcasteurs qui n'osent pas, en fait, activer, demander des mises en avant Apple Podcast. En fait, n'hésitez pas, puisqu'ils sont assez à l'écoute de ce qui se fait. Il y a une politique édito de mise en avant des voix indépendantes. Donc, il y a une oreille qui traîne, elle écoute beaucoup de gens en même temps. Mais si vous n'essayez pas, vous n'aurez pas de mise en avant sur Apple Podcast. Évidemment, vous pouvez aussi demander à votre gentil hébergeur, d'autant plus si c'est Acast, des conseils sur comment mieux communiquer et comment essayer d'atteindre un petit peu les oreilles de Apple Podcast. Un super tips aussi, super petit tips extraterrien, quand on a des invités, c'est de leur créer un kit de partage. Kit de partage pour les invités,
vraiment, parfois, c'est tout bête. C'est un carré Instagram qui est déjà là, qu'on envoie par mail à la fin de l'interview ou au moment de la sortie de l'épisode. Un petit texte prêt à modifier pour les invités avec déjà tous les bons tags qui sont en place. Donc voilà, quelques visuels avec leur tête dessus. Voilà, tout ce qui va leur permettre à eux de pouvoir rentrer dans le deuxième type, ce qui est la distribution, donc de les amener à eux aussi partager et faire savoir que le podcast est dispo partout. Ouais, puis il y a un vrai truc de demander à ses invités de partager. J'ai une podcasteuse un jour qui m'a demandé mes invités partagent pas, comment je fais pour qu'ils le fassent? Et je lui ai dit, est-ce que tu leur envoies un mail avec peut-être un lien, une story déjà faite, et pour leur demander s'ils veulent bien en parler? Et en fait, c'était pas le cas. Et c'est vrai que c'est pas évident de demander. Enfin, on a l'impression que parce que les gens sont venus parler, ils vont avoir envie de diffuser autour d'eux. Mais c'est vrai que il y a un vrai truc de faut y aller et dire aux gens, salut, est-ce que tu peux partager? C'était trop cool, merci pour ton temps. Et enfin voilà. Exactement, et n'hésitez pas effectivement à mettre aussi à contribution vos invités, mine de rien. Après, effectivement, quand on n'a pas forcément le temps, quand on veut organiser, on relie un petit peu avec s'organiser et les petits tableaux Excel, il y a plein d'outils qui permettent de programmer des posts sur les réseaux sociaux. Donc, il y a TweetDeck pour programmer des posts sur Twitter. Donc, on peut les programmer une semaine, enfin, autant de temps qu'on veut à l'avance. On peut insérer des images, tout ça. Le Facebook Manager pour Facebook et Install permet aussi de programmer des posts. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus complètement aux pièces à la sortie d'un épisode ou pour la relance de la sortie de l'épisode une semaine après, par exemple. N'hésitez pas, en fait, à vous installer quelques outils comme ça qui vont vous faciliter la vie grandement. Et puis après, un petit peu utiliser les réseaux sociaux comme un prolongement de l'édito. En vrai, à la base, c'est ça, c'est que ça sert vraiment à ça, à la base, les réseaux sociaux, c'est pour discuter avec la commune. Et ça peut vraiment servir à montrer tout ce qu'on ne peut pas voir dans un podcast, car par définition, c'est un projet très peu visuel, le podcast, au-delà de la vignette. Et du coup, Mathilde a compilé quelques exemples de 3 podcasts qui font ça extrêmement bien. Le premier étant cet excellent podcast sur l'histoire des arts qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte, qui du coup est donc un podcast qui revisite un petit peu l'histoire de l'art à travers des filtres ou des questionnements sociétaux, et qui du coup en fait utilise vachement cet aspect beaux-arts, en fait, tous ces jolis visuels qu'on peut voir que dans les musées et encore même pas en ce moment, pour en fait vraiment ramener les auditeurs et les auditorices dans l'univers visuel du podcast. Donc vraiment remettre les œuvres dont on parle, remettre des petites citations, des choses comme ça pour redonner du contexte. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un compte qui assez rapidement, déjà parce qu'en plus le titre est cool et le visuel est chouette, mais c'est créé une vraie communauté sur Instagram. Je crois qu'elle est à plus de 15 000 abonnés aujourd'hui, Vénus s'épilait-elle la chatte, alors qu'il y a une petite quinzaine d'épisodes qui sont publiés. Mais ce prolongement visuel permet vraiment en fait de continuer à fédérer la communauté autour. Donc c'est toujours autant de gens qui vont aller partager sur Instagram et peut-être vous générer des écoutes par la suite. Le deuxième exemple, M'as-tu vu? C'est un podcast qui se sert de son espace Instagram pour teaser un petit peu des épisodes, qui va publier des petits morceaux de témoignages en avance des épisodes, qui va aussi travailler sur du complément d'information, qui va aussi mettre pas mal d'images un petit peu behind the scene, l'enregistrement sous la couette pendant les phases de confinement pour essayer d'éviter les sons parasites, ce genre de choses. Ce qui est intéressant sur M'as-tu vu, c'est que c'est encore une podcasteuse débutante. Donc c'est le tout premier podcast de la créatrice, Alice. Et voilà, cette création et cette stratégie Instagram, elle paye assez bien et ça permet aussi d'installer visuellement et d'installer en fait une préférence un petit peu éditoriale pour ce podcast-là et d'embarquer, encore une fois, toujours embarquer les gens dans la communauté. Le troisième, c'est vraiment complètement Sissi la commu, c'est le compte Instagram d'un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer, qui est un podcast de Mademoiselle, qui est un podcast de talk avec principalement des oiseaux et des énergumènes qui s'engueulent pendant 1h30, mais c'est assez marrant. Et donc, en fait, ils se servent de cet Instagram-là pour continuer, en fait, les blagues donc de ces 4 intervenants qui se battent un petit peu entre eux, publier, en fait, les mèmes, les images, les montages des auditeurs, toutes les vannes que les auditeurs créent et leur envoient pour, en fait, montrer que les éditeurs aussi font partie un petit peu de l'équipe et les embarquer dans toutes ces petites blagues-là. Mathilde, je te relaisse la main pour la dernière slide, je crois. Yes, presque.
La dernière partie, du coup, c'est sur donc tous ces trucs que on repousse sans cesse et qu'on ne fait pas et que j'ai envie de dire faites-le, comme ça ce sera fait. Donc pareil, des petites choses qui changent la vie. C'est Fab justement qui passe juste après, qui nous a parlé notamment de la création de modèles et notamment sur le format audio, mais en fait j'ai étendu ça à d'autres formats, notamment des modèles de voix off, donc intro, outro, mid autopromo parce que lui parle de ses autres contenus au milieu du podcast, des petits jingles aussi potentiellement. En fait, de créer tout ça en amont et d'avoir une base de données sur son ordi bien rangée avec jingle intro, jingle outro, peut-être même en avoir 2-3 à alterner pour changer un peu régulièrement. C'est quelque chose qui va vous éviter à chaque fois de réessayer de dire le nom de votre podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, mettez des étoiles, les commentaires, etc. Je pense que même pour les podcasteurs, c'est boring au bout d'un moment. Et ça permet d'avoir 2-3 idées de bonnes blagues à mettre pour que les gens gardent leur attention à ce moment-là et de les réutiliser. Type ce que Marine Bausson dit à la fin de son podcast vulgaire n'oubliez pas de vous abonner et de vous brosser les dents, c'est très important. Et ben en fait, ça reste parce que du coup, les gens s'en souviennent et elle a pas à le répéter à chaque fois. Mais ça marche aussi, pas que pour de l'audio, ça marche aussi pour tout ce qui est template de posts réseaux sociaux. On a vu l'exemple des comptes juste avant, notamment sur Vénus et sur M'as-tu vu. On est sur des comptes où on voit qu'il y a une identité visuelle qui est très simple, c'est une ou deux couleurs, une petite image qui revient, mais en fait de créer, pareil, 2-3 formats différents de template, format post, format story, avec un peu de changement de couleur. Ça vous permet de faire des posts très très rapidement parce que vous n'avez plus qu'à dupliquer votre format et refaire, peu importe l'outil que vous utilisez d'ailleurs, hein, que ce soit type Canva ou du Keynote plus classiquement. Et ça marche aussi sur tout ce qui est mail, communiqué de presse. Alors mail, c'est donc Fab qui nous le citait, notamment les mails pour démarcher des invités. C'est souvent un peu la même chose qu'on dit. C'est bien d'avoir un peu un mail type à réadapter bien sûr en fonction de pourquoi on veut faire venir la personne, etc. L'idée c'est pas non plus d'envoyer des mails dans tous les sens, mais comme parfois ça prend beaucoup d'allers-retours de mails, beaucoup de relances, beaucoup de temps à se caler, c'est du temps gagné d'avoir un mail où vous pouvez juste changer le prénom et rajouter un paragraphe sur pourquoi vous voulez inviter la personne, en donnant toutes les infos, en ayant déjà mis tous les liens pour écouter le contenu, etc., etc. Ça, c'est pour les modèles. Une autre chose très importante et qui est directement en lien avec ce qu'on fait chez Acast, parce que pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas, notre objectif, c'est aussi avant tout de monétiser les contenus des podcasteurs et de leur permettre de gagner de l'argent avec les écoutes qu'ils font et qu'ils et elles font, c'est de placer ces emplacements publicitaires. Alors en gros, pour vous expliquer, parce que c'est pas très visuel, souvent, ce qu'on permet, c'est de mettre une pub au début, à la fin d'un podcast et potentiellement au milieu. Mais ces pubs, on n'est pas obligé de les lancer, par exemple la pub du début, on n'est pas obligé de la lancer dès qu'on appuie sur play, ça lance la pub. On peut la placer au tout début du podcast comme ça, ou alors décider de d'abord lancer l'intro, un petit jingle, faire un petit message de et maintenant une pause de publicité pour que ce soit plus agréable pour les auditeurs et auditrices d'avoir quelqu'un qui introduit ça plutôt que juste en appuyant sur play on a une pub, et de placer la pub là. Ou alors les emplacements de mid-roll, donc au milieu du contenu, on peut ne pas les avoir encore activés, ne pas encore avoir de pub à cet endroit-là, mais se dire si un jour ça arrive, j'ai bien envie que mes mid-rolls ils soient déjà placés pour pas faire ce qui arrive parfois sur YouTube et qui est très pénible, c'est-à-dire la pub se déclenche au milieu d'une phrase et sans du tout que ça ait prévenu, et du coup quand la phrase reprend, on sait même plus de quoi ça parlait avant, bref c'est relou. Pareil à la fin, au lieu de mettre à la toute fin du podcast, ça peut être intéressant de le mettre avant le fameux message de abonnez-vous, 5 étoiles, un commentaire, etc. Donc ça c'est long parce que c'est juste prendre des marqueurs publicitaires, notamment chez Acast, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'interface Acast, il y a un espace pour déplacer ces emplacements publicitaires. Donc c'est juste faire ça sur tous ces épisodes et le sauvegarder. C'est un petit peu long, mais ça rend l'expérience derrière auditeur, auditrice beaucoup plus agréable. Et vous, ça vous permet de, par exemple, encore une fois, le jour où vous voulez ouvrir les mid-rolls, les post-rolls, donc pub de fin, d'avoir déjà tout placé et de pas avoir à revenir sur déjà tous vos épisodes publiés aujourd'hui, mais tous ceux que vous aurez publiés d'ici là aussi. Et un troisième point que j'ai eu en réfléchissant à un peu comment s'organiser des podcasteurs indés, je me dis, vous êtes sûrement plusieurs à avoir peut-être 5 notes différentes sur votre téléphone, un post-it
affiché sur votre écran d'ordinateur, un carnet qui traîne, qui n'est pas commencé, enfin qui n'est pas terminé, et un autre carnet, mais où c'est écrit sur la page de fin et vous avez déchiré le petit bout et vous l'avez mis sur votre bureau en vous disant je le mettrai là. Toutes ces idées-là, d'invités, de concepts, de types d'épisodes, de thématiques, bah franchement, est-ce que ce serait pas le moment de prendre un carnet dédié et de tout centraliser, ou de tout mettre sur une note, sur un Google Doc partagé, comme ça vous pouvez le remplir depuis votre téléphone, votre ordinateur. Peu importe comment vous vous organiserez le mieux, mais n'hésitez pas à faire ça, car moi-même j'ai beaucoup d'idées dans tous les sens partout, et c'est cool quand tout est au même endroit, et ça vous permettra peut-être de vous dire « Oh là là, mais cette idée que j'ai eue il y a 3 mois et demi, je m'en souvenais plus, en la centralisant j'y pense, est-ce que ce serait pas cool de la mettre en place ?» Voilà pour les trucs boring qu'on a tendance à repousser en lendemain. Et ma dernière slide, c'était surtout sur le kiff. Kiffer en fait la bonne résolution du podcast. On a appelé ça bonne résolution parce qu'encore une fois, c'est la bonne période de l'année pour parler de ça et de se dire bon bah pourquoi pas maintenant. Mais en fait, l'idée c'est pas de se mettre de la pression, c'est pas de faire du podcast pour en faire un truc qui vous isole, vous fait taffer comme des oufs et sans jamais avoir de kiff. Donc kiffez, faites des épisodes croisés avec d'autres podcasteurs que vous kiffez, avec des potes à vous, avec des gens avec qui vous avez envie de parler, même s'il n'y a pas de thématique en lien direct, vous avez le droit de sortir de votre ligne édito classique, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez fait 10 épisodes de 5 minutes au début, de faire que des épisodes qui durent 5 minutes. Si vous avez envie de sortir du format, faites-le. Donc tentez des nouveaux formats, des épisodes bonus, des bloopers, des bêtisiers, pareil, ça c'est quelque chose que Marine Baousson a fait et c'est très cool. D'autres types de médias aussi, vous avez peut-être pas encore complètement investi, je sais pas, les réseaux sociaux ou des blogs ou des choses comme ça qui seraient peut-être d'autres manières de s'exprimer en complément du podcast. Et en fait, Instagram c'est ultra boring quand on l'utilise juste pour communiquer pour son podcast parce que on fait toujours les mêmes visuels, on fait toujours les mêmes audiogrammes et au bout d'un moment on se fait un peu chier, on va pas se mentir, quand on a un template fait, qu'on fait toujours la même chose, tentez de vous faire kiffer, de sortir de ce qui existe déjà, de proposer des nouveaux formats et juste de s'éclater toute cette année sur vos contenus. Sans injonction aucune, bien entendu. Amen. Voilà un peu pour nos points principaux là-dessus. C'est des tips de podcasteurs, mais encore une fois, on en partage d'autres régulièrement à la fois sur notre compte Insta et sur le Discord où vous pouvez poser des questions à des créateurs avec qui on travaille et créatrices. Et puis là maintenant, vous pouvez surtout nous poser des questions si vous en avez. Alors je vais quitter le partage d'écran et ma présentation parce que du coup je vois pas les messages pour l'instant. Ah, on a plein de... pas les trolls, nous dit Louisa Amara aussi. Ouais, en plus, c'est vraiment pas juste qu'il y ait des trolls en podcast parce que c'est quand même un endroit où c'est dur d'échanger avec sa communauté et d'avoir des commentaires et tout ça. C'est pas comme sur YouTube où tout est centralisé. Donc, déjà, c'est dur d'échanger avec la communauté bienveillante. Alors, en plus, laissez pas de place aux trolls. Est-ce qu'on a des questions ? Ouais, j'en vois une. Auriez-vous quelques recommandations d'outils de programmation ou de posts pour Facebook et Instagram gratuits dans l'idéal ? Alors, il y a sur Facebook et Instagram, il y a Buffer. Et Buffer fait aussi du Twitter, il me semble, qui a une version gratuite, une version payante. Mais la version gratuite va assez loin. Il y a aussi Later pour Instagram, peut-être pour d'autres médias, mais je suis pas sûre. Effectivement, Facebook a lui-même un outil de programmation en interne. L'avantage de Buffer, c'est qu'il centralise... plusieurs choses. Il y a TweetDeck côté Twitter qui permet à la fois de programmer des posts, mais aussi de suivre des hashtags, des mots-clés, des choses comme ça, des personnalités aussi. Il y a Pénélope Boeuf qui nous dit « ça bosse, mais c'est payant ». Alors effectivement, en fait, je pense que si tu tapes de toute manière quelque part dans un navigateur moteur de recherche, tu trouveras plein de choses. Souvent, il y a une version gratuite et une version payante. Et par exemple, Later, la version gratuite est, je trouve, largement suffisante en termes de posts parce que ça permet de faire des posts images et d'avoir la description et de programmer, etc. C'est très bien foutu. Par contre, ça ne permet pas, par exemple, de publier des vidéos ou des carousels. Donc ça dépend aussi de ton usage. Si tu fais des carousels à chaque fois de plein d'images, c'est ce que fait Mathieu Vu, par exemple, où il y a plein de slides sur différentes thématiques, c'est pas forcément intéressant. Si tu fais des posts seuls, ça peut l'être. J'ai trouvé une autre question dans la petite boîte à questions. Donc c'est une question posée par Pierre Tina. Hi la team Acast, j'aimerais savoir si un moyen de s'abonner financièrement à une plateforme afin de ne pas avoir de pub dans les podcasts, tout en soutenant financièrement à la manière de YouTube Premium, pas de pub, l'argent va aux créateurs, c'était quelque chose de possible. Thanks.
Eh bien, tout à fait. Alors, c'est effectivement, dans ce qu'on disait justement, c'est qu'Acast est là pour financer les créateurs. L'économie des médias, ça a souvent été d'un côté la publicité et de l'autre côté, un peu plus tard, l'abonnement dès qu'il y a des communautés. Et en plus, effectivement, quitte à travailler un petit peu la communauté, pourquoi pas mettre en place ce genre de choses. Pendant le premier confinement, on avait sorti un premier outil qui s'appelle Supporter, qui permettait justement d'amener de l'aide financière à un créateur de façon ponctuelle ou régulière. On est en train d'avancer justement sur une évolution de cet outil qui permettra effectivement à terme de pouvoir s'abonner directement à des podcasts. Donc effectivement, nous, on n'est pas là pour créer un abonnement à une plateforme, parce que ça pose plein d'autres questions. L'argent qui va à cette plateforme, comment est-il redistribué derrière entre les podcasteurs, que c'est pas du tout l'ambiance pas du tout l'ambiance de la boîte, et qu'effectivement, on pense qu'il faut mettre mieux en lien les créateurs avec leurs audiences. Donc oui, ce sont des choses qui sont en train de se dessiner dans l'univers du podcast, qui sont déjà en bêta-test dans d'autres pays, qui sont en train de se dessiner dans l'univers du podcast français. Et voilà, il y aura différentes façons un petit peu de profiter de ce genre de choses, soit sans publicité, soit avec des formats d'épisodes un peu exclusifs, ce genre de choses. Il est aussi à noter qu'on a mis en place un partenariat avec Patreon depuis quelques mois, depuis le mois de décembre, pour justement faire profiter des créateurs qui sont sur Patreon de solutions comme ça, un petit peu ad hoc et déjà en place. Voilà pour cette réponse. Cela arrive. Et enfin, à partir de combien d'écoutes par mois, tous épisodes confondus, ou par épisode, acceptez-vous de travailler avec des podcasteurs et podcasteuses pour monétiser leur podcast? C'est une question de Louisa Amara. Pardon. Mathilde, à partir de combien d'écoutes acceptes-tu de travailler avec un podcasteur? Ça dépend de l'offre. Non, en fait, ça dépend pas du nombre d'écoutes. Ça dépend du contenu. On ne refuse jamais de travailler avec des podcasteurs. Par contre, on peut ne pas être à un moment donné les mieux placés pour défendre un contenu, pour travailler avec un podcasteur et lui apporter des choses. Exemple, les podcasteurs qui viennent de se lancer et qui viennent de créer un contenu, parfois nous demandent des conseils et nous demandent d'intervenir pour des mises en avant, des pushs avec Apple Podcast, des campagnes de mise en avant diverses et variées. Et là, en fait, on sait que déjà, on n'a pas une efficacité folle, mais en plus de ça, en fait, on n'est vraiment pas bien placé on n'est pas les mieux placés en tout cas pour parler d'un contenu créé par une personne. A priori, la personne la mieux placée, c'est la personne qui crée le contenu. Et donc dans ce cas-là très précis, en fait, avant que nous on commence à communiquer sur le contenu, il faut que ce soit le créateur ou la créatrice qui commence à fidéliser une audience et à créer une communauté qui parle vraiment et qui se sente touchée par la personne en question. Et ensuite, nous, on peut venir apporter un coup de boost derrière ça. Donc, c'est pour te donner un exemple, mais en fait, ça marche sur tous les autres aspects sur lesquels on intervient. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, il y avait notre email à la fin de la présentation, contacte-nous et on en discute. Et dans le cas où on n'est pas les mieux placés pour accompagner un podcast sur le moment, on le dit assez clairement, parce que l'idée, c'est pas de vous faire perdre votre temps. Et par contre, on a d'autres options, généralement, où c'est pas du travail direct avec nos équipes, mais par contre, ça vous permet de bénéficier de nos plateformes et de nos offres. Le temps que, généralement, on se donne des objectifs, on se dit, voilà, à tel moment, ce sera mieux pour qu'on discute ensemble, et en attendant, voici ce qui va te permettre de bénéficier de déjà nos outils et notre puissance. Donc écris-nous et on te dira si ça correspond ou pas et si on peut t'aider ou pas. On n'est pas très nombreux dans l'équipe contenu en France. Il y a Cédric et moi et puis il y a Roman qui nous a rejoint début janvier. Mais on a beaucoup de podcasts et on a envie d'aider les gens vraiment et pas de juste dire ouais on va vous apporter un accompagnement mais en fait on n'est pas dispo. Donc c'est beaucoup de sollicitations. On s'en sort bien, mais du coup on va pas dire à un podcasteur qu'on pourra pas aider, ouais vas-y viens, et en fait lui va perdre son temps, nous on va perdre notre temps, les autres podcasteurs vont perdre de notre temps, bref, personne ne sera gagnant. Exactement, c'est vrai que pour faire le lien avec la question de Céline Ferrari, quelles sont les étapes si l'on souhaite vous proposer d'héberger notre podcast? On doit vous contacter quand les premiers épisodes sont prêts ou est-ce que vous nous accompagnez en amont?
Effectivement, nous, on va plutôt intervenir en aval, donc c'est-à-dire après les premières publications. Acast, en soi, effectivement, nous, avec Mathilde et l'équipe contenu, on intervient sur les podcasts qui sont en développement ou qui sont déjà développés. Mais en fait, avant ça, on n'a pas grand-chose, mais sur quoi travailler. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle Acast Open, qui était anciennement Pipa, qui a été rachetée par Acast, qui permet d'héberger son podcast gratuitement ou avec un petit peu plus de features pour 10 € par mois, quelque chose comme ça. C'est toujours bien de commencer à lancer son podcast. Honnêtement, en fait, on n'est pas podcasteur tant qu'on n'a pas commencé à publier, tant qu'on n'a pas commencé à effectivement rameuter cette communauté. Je parle souvent de 3 cercles en fait dans le podcast. Les premiers auditeurs, c'est souvent la communauté proche, c'est la famille, les amis. Le deuxième cercle, c'est les amis d'amis, c'est les collègues. Une fois qu'on a rameuté ces gens-là, on peut commencer à atteindre le troisième cercle, qui sont tous ces gens qu'on ne connaît pas, qui sont évidemment bien plus nombreux que tous ces gens qu'on connaît, mais qui ont toujours besoin qu'en fait, autour de soi, on ait déjà fédéré une première communauté et des premiers proches pour être eux-mêmes un peu aspirés dans l'aventure. Nous, on va pouvoir arriver un petit peu, en fait, dès que le podcasteur commence à arriver sur ce troisième cercle. C'est-à-dire qu'autour de lui, il y a du monde qui l'aide, qui le soutient, que ça a commencé à générer une petite émulation. Et dès qu'on sent qu'il y a aussi un moment où ça peut commencer à basculer dans le grand public, nous, on peut commencer à intervenir, donner des conseils un petit peu stratégiques, potentiellement faire des pushs chez Apple Podcast. Donc, c'est pas du tout... on ne dit jamais à un podcasteur, non, vous n'avez pas encore 100 000 écoutes par mois, on ne travaille pas avec vous. Ça peut vraiment être à 1000 écoutes, ça peut vraiment être parfois à 0 écoute quand il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais qui viennent de podcasteurs qui ont déjà un petit peu un passif et d'autres projets. Mais par contre, effectivement, pas dès le début, parce qu'on a effectivement pas grand-chose d'accompagnement tant que la personne n'a pas un petit peu gagné ses gains de podcasteur en commençant simplement à publier, à échanger avec sa communauté. Parce que c'est vraiment là que ça se définit. On fait pas de prod du tout. On n'a pas d'ingé son chez nous, par exemple. On n'a pas de studio. On aimerait en avoir à terme, mais on n'a pas. Et bien sûr que on a des compétences, on a des retours à faire. À force d'être dans le milieu, on finit par apprendre un peu des choses techniques, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on co-organise ces événements régulièrement avec le Ground Control. C'est parce qu'en fait, on maîtrise pas tout et la prod, c'est vraiment un aspect sur lequel on n'intervient pas. Donc, avant que les premiers épisodes existent, on peut pas vous apporter grand-chose parce que si on va peut-être pouvoir dire tel micro est bien, mais on va pas pouvoir vous en dire plus et vous faire un retour détaillé là-dessus. Par contre, il y a plein de chouettes personnes qualifiées qui en ont déjà parlé pendant ces événements, notamment sur si je me souviens bien du nom, c'est lancer son podcast en confinement, où il y a plein de conseils techniques, par exemple. Bah, si c'est de ça dont tu as besoin, tu le trouveras plus chez Julien Loisy qui avait pris la parole là-dessus que chez nous, parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Je crois que, je sais pas si sur le timing on est bon. Laura, est-ce qu'on peut prendre encore des questions ou est-ce qu'on doit s'arrêter là ? Moi, je n'en vois plus qu'une seule de question. Tu Une nous dis, dernière Laura. question et puis après, on va enchaîner avec la conférence. Yes, J'aime merci. bien cette question. Est-ce qu'on peut choisir l'annonceur ou au moins préciser ceux avec lesquels on ne veut pas travailler, comme Total, Dassault, Bolloré, etc. Non, on travaille exclusivement avec Monsanto et on ne peut rien faire d'autre. Non, donc oui, évidemment, tout le projet et tout le sujet, c'est d'amener de la transparence et surtout de laisser... Nous, on n'est pas là pour forcer des publicités aux podcasteurs, on est vraiment là pour qu'ils puissent trouver des annonceurs qui sont en cohérence éditoriale, ou ne serait-ce que cohérence des idées, avec ce que les podcasteurs défendent. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, nous, pour l'instant, on ne travaille pas avec... on ne va pas chasser des annonceurs qui ne sont pas très podcast compatibles, effectivement, comme des gros industriels du pétrole. A priori, on n'a pas grand-chose à faire dans le monde du podcast pour le moment. Mais après, chaque podcasteur a ses propres sensibilités. Et en interne, il y a un outil qui s'appelle une blocklist qui permet de bloquer des catégories entières de publicité. Genre, moi, je veux jamais de sport, moi, jamais d'automobile, jamais de banque et assurance, par exemple. Ou après, de rentrer dans des spécifiques, dans ces sous-catégories, de dire, moi, j'aime bien le sport sauf le foot, ou sauf les pubs de tel ou tel sport, ou alors banque et assurance, mais pas, je sais pas, les assurances vie ou les trucs obsèques, des primes, ou pas de publicité gouvernement, par exemple. Je ne veux pas avoir les publicités de recrutement de l'armée ou de la marine. Donc tout ça, ça se fait automatiquement. Et après, on est toujours à l'écoute. S'il y a une marque spécifique
que les podcasteurs ne veulent pas parce qu'ils la détestent ou parce que, je sais pas, leur ex est là-bas et qu'ils veulent plus jamais en entendre parler, nous, on les ajoute marque par marque assez blocklist. Après, on essaie de faire au maximum, donner au maximum la visibilité aux podcasteurs pour les laisser savoir ce qui arrive, pour pouvoir dire oui ou non. Ouais, puis il y a un vrai Parce que truc ça répond. sur ce que tu disais pour l'instant les grosses entreprises de pétrole sont pas trop sur le podcast. En fait, les entreprises qui vont sur le podcast aussi, souvent elles ont un message à donner et elles choisissent le podcast parce que elles pensent que c'est un bon moyen pour faire passer leur message. Donc souvent il y a une cohérence. Alors encore une fois, effectivement il y a des sensibilités selon les contenus et selon les personnes, les podcasteurs et podcastrices. Mais en fait, on a quand même déjà des marques qui sont intéressées par le format, qui ont envie de soutenir le format. Et puis nous, on a un prêtris de notre côté où les commerciales connaissent les contenus et savent quand c'est plus ou moins cohérent ou alors pas du tout et que ça a posé problème pour pouvoir en parler en amont avec les podcasteurs et podcasteuses. Et voici, Laura, on te rend l'espace, la scène. Pour toutes ces infos très précieuses. Je pense qu'on va voir naître plein de bébés podcasts dans les prochains mois. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous deux. Merci au Ground pour tous ces événements. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous et c'est trop cool. De qualité, intéressant, donc trop bien. C'est clair, à la prochaine fois, on prépare un slam aussi. Cédric, il est dégoûté. Admiratif. Merci. Et pour terminer cette soirée, nous allons parler de l'interview Feel Good qu'on retrouve souvent en podcast. C'est ces contenus, vous savez, qu'on va écouter sur la vie des gens. Et puis, ça va nous faire beaucoup de bien, en fait. Et pour cela, avec nous ce soir, on a Fanny Ruet. Bienvenue. Alors, tu peux te connecter, Fanny, désactiver. Oui, bonjour. Bienvenue, Fanny. Alors, Merci. tu es humoriste, tu es chroniqueuse sur France Inter et tu es également podcasteuse. Ton podcast, c'est Les gens qui doutent. Et tu vas nous en parler pendant cette conférence. On a également Fabrice Florent. Bienvenue, Fabrice. Et salut, je suis en train de manger, pardon. Tu es le fondateur de Mademoiselle, mais aussi le créateur et producteur de 3 podcasts. J'ai vu dans ta bio Twitter que tu disais triple podcasteur. Ouais. C'est pas mal comme surnom. Donc, ces 3 podcasts qui sont Histoire de daron, Histoire de succès et Histoire de mec. Alors, l'objectif un peu, c'est que vous nous dévoilez les secrets de ces interviews Feel Good, mais aussi de comprendre en fait, pourquoi est-ce qu'on interviewe les gens et pourquoi ça fait autant de bien d'entendre ces paroles-là. Donc, pour commencer, une première question qui est: est-ce que vous avez toujours aimé, vous deux, poser des questions dans votre vie perso, avant même de créer votre podcast? Je sais pas, à vos amis, à vos parents. Fabrice, Fanny, dites-nous tout. Moi, pas. Pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Je pose beaucoup plus de questions à des gens que je ne connais pas qu'aux gens que je connais. Parce que, genre mes amis et tout, des fois, je me dis, mais putain, je devrais trop les interviewer parce qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas d'eux, alors que ce sont des questions que je poserais en interview, quoi. Donc, c'est assez bizarre le décalage entre les deux. Mais donc, non, moi, pas spécialement. J'ai jamais été plus curieuse que ça. Donc là, je suppose que le podcast, c'est juste parce que ces milieux-là en particulier m'intéressent et que je veux savoir comment un peu ils créent, ce qui se passe dans leur tête pour développer des projets musicaux, littéraires ou humoristiques, que sais-je. Ok. Merci, Fanny. Et moi, de mon côté, écoute, je crois que j'ai été un petit garçon curieux, frustré, parce que la curiosité est un vilain défaut. Tu sais, j'ai grandi avec cette connerie-là, et mes parents me disaient arrête de poser des questions. Je pense qu'en plus, je leur posais des questions qui les saoulaient, donc c'était une bonne façon pour eux d'évacuer le truc. Mais ouais, globalement, moi, j'adore poser des questions, même quand il n'y a pas de micro, en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Et alors, comment est-ce que on apprend à poser les bonnes questions à tout le monde et à n'importe qui? Je suppose que c'est une question un peu difficile. Enfin, il n'y a peut-être pas réellement de recette miracle, mais vous deux, ce que vous arrivez dans vos contenus, c'est vraiment à poser des questions de manière ultra bienveillante et puis les bonnes questions qui vont faire que vos invités vont réagir. Comment est-ce qu'on fait?
Fanny? Je sais pas, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, c'est que je trouvais que j'étais pas très bonne en interview parce que j'étais toujours collée à ma feuille, collée à ce que j'avais préparé et tout. Alors qu'au final, maintenant, je prépare beaucoup, mais je ne regarde quasiment jamais mes questions parce que j'essaye juste de voir ça comme une discussion et j'essaye de poser les questions vraiment les choses que j'aimerais savoir réellement sur l'invité plutôt que de penser en termes de mais qu'est-ce qu'on demande dans une interview normalement, les questions un peu qu'on entend tout le temps. Et donc vraiment se demander ce qu'on a envie de savoir réellement de la part de l'invité et puis accepter aussi qu'il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a pas de... Si on se pose une question pendant la discussion, bah, peut-être que les autres gens se les posent aussi, donc il n'y a pas de questions stupides, même si des fois ça sonne un peu débile de demander... Genre, moi, j'ai interviewé une musicienne il y a pas longtemps et je lui ai juste demandé, mais comment ça te vient les différentes strates d'arrangement, de composition? Est-ce que tu entends les différents instruments? Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai pas du tout un esprit comme ça. Et donc, vraiment, poser les questions les plus basiques parfois qui peuvent venir en tête sans se dire que ce sera stupide, quoi. Et en fin de compte, finalement, ces questions-là, c'est souvent les plus intéressantes. Ouais. Bah, disons que vu qu'on se les pose pas toujours souvent parce qu'on pense que c'est stupide, ben, ça donne lieu à pas mal de développement derrière, quoi. Et toi, Fabrice, alors? Moi, je suis assez d'accord en fait avec l'idée que il faut savoir se mettre un peu en vulnérabilité vis-à-vis de son invité et que en fait à partir du moment où il te dit un truc et que toi ça te parle pas, il faut lui demander en fait qu'est-ce que tu veux dire par là. Et je pense que c'est un truc que quand j'ai commencé à faire des interviews, j'avais un peu peur de faire parce que justement en fait tu te dis ok cette personne elle me parle de ça et en gros si elle m'en parle en connivence ça veut dire que je suis censé savoir. Mais de base, effectivement, si toi, tu le sais pas en tant qu'intervieweur, ça veut dire que dans ton audience, il y a plein de gens qui le savent pas non plus. Peut-être qu'il y a des gens qui le savent, mais en tout cas, pour les gens qui le savent, tant mieux. Pour les gens qui le savent pas, toi, tu es là aussi pour venir poser la question idiote, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de question idiote. Après, pour moi, effectivement, le truc que j'ai envie de dire, en fait, c'est vraiment... Alors, contrairement à Fanny, moi, je prépare le moins possible. C'est-à-dire que j'ai toujours... genre 2 ou 3... C'est pour ça qu'elles sont pas ouf. Moi, j'adore le podcast, Fanny. Donc, super, maintenant je passe vraiment pour la grosse bite. Désolé. Mais ouais. Mais effectivement, en fait, je prépare vraiment un minimum. J'ai en général 2 ou 3 thèmes vers lesquels je veux aller. Et puis après, en fait, je laisse la discussion aller. Mais tout comme, tu vois, je pourrais avoir une discussion en tête-à-tête avec quelqu'un et en fait, discuter pendant 1 heure avec elle et l'amener vers des lieux là où elle est peut-être jamais allée. Pour moi, c'est aussi ça le truc qui est cool quand tu as des gens, surtout et je pense que Fanny, c'est un peu ton cas aussi, c'est que tu as l'habitude d'avoir des gens qui ont fait beaucoup d'interviews, qui ont l'habitude de parler aux médias, etc. Et effectivement, les médias, en général, ils leur ressortent toujours les mêmes questions. Et toi, quand tu arrives à les amener sur un truc où, pour moi, le top du top de la win, c'est quand j'ai un invité qui me dit « Ah putain, j'ai jamais parlé de ça » ou alors « Ah tiens, il y a un truc qui me vient parce que je n'y avais jamais pensé ». Ça veut dire que tu l'as amené à discuter d'un truc dont il n'a jamais vraiment parlé dans une autre interview avant. Et là, je crois que tu gagnes, quoi, tu vois, dans ce cas-là. Carrément. Et d'ailleurs, Fanny, parce que justement, tu me faisais bien le lien, Fabrice, tu as déjà un peu raconté, Fanny, pourquoi, du moins, tu avais voulu faire ce podcast. Tu disais que tu te posais des questions sur voilà, des musiciens, musiciennes, enfin des personnes de ces milieux-là créatifs, artistiques. Mais comment c'est né réellement? Enfin, à quel moment tu te dis, bon, bah voilà. Et puis, pourquoi les gens qui doutent? Enfin, moi, je trouve que le nom du podcast, il est quand même assez fort, parce qu'on doute tous, en fait. Et comment c'est né, quoi, ce contenu? Qu'est-ce que tu as? C'était quoi l'objectif? En fait, il me fallait juste une excuse pour rencontrer des gens que j'aimais bien. Parce que si tu leur envoies juste un message sur Insta en disant viens, on va prendre un café, ils ont absolument zéro raison de répondre oui. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais rajouter 2 micros, comme ça, ils vont accepter. Et l'idée, c'était ça. J'avais genre des gens à qui je voulais parler, à qui je voulais poser des questions, genre Kian Kojandi, Eva Bester, ce genre de personnes. Et je me suis dit, bah vas-y, il me faut un prétexte, donc je vais faire ce podcast. Et les gens qui doutent parce que la chanson est absolument magnifique, d'Anne Sylvestre, et que je sais pas, ça me restait en tête. J'avais ce truc-là. Et puis vu que je savais que j'avais toujours tendance à
à vouloir plomber les choses en parlant de choses négatives, bah, je savais que j'allais parler beaucoup de remise en question, de questionnement personnel et tout ça. Et donc, je me suis dit que bah, autant allier les deux et l'appeler comme ça. Et en fin de compte, en plus, quand on écoute tes contenus, c'est pas du tout plombant de poser ces questions-là. Ça dépend lesquels. Ça dépend bien sûr, mais je veux dire, quand on écoute chacun de tes épisodes, je trouve ça fait énormément de bien en fait d'entendre juste le récit des personnes. C'est ce qui nous relie, je pense, chacun. Oui, puis le fait d'entendre que des gens qu'on considère comme des personnes ayant réussi, parce qu'ils ont des œuvres qui sont beaucoup vues, beaucoup écoutées ou quoi, Bien et sûr. de voir qu'ils se posent en fait exactement les mêmes questions, on se sent un peu plus moins une merde quand on se dit mais moi j'arrive pas à faire ça et tout. Ouais, ils sont tous passés par là, donc ça rassure vachement quoi. Bien sûr. Et toi, Fabrice, tes 3 podcasts, ils ont le point commun de commencer par Histoire 2, ce que je trouve assez intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi cet enthousiasme autour des histoires? Qu'est-ce que tu veux dire derrière ces interviews? En fait, à la base, c'est Histoire de Daron, c'est le premier que j'ai créé. Et je trouvais que c'était intéressant de venir raconter des histoires de Daron. Enfin, tu vois, de laisser un peu une tribune aux pères. On entend beaucoup les mères parler de maternité. Enfin, le nombre de podcasts d'ailleurs qu'il y a sur la maternité, il y en a 1000 aujourd'hui. En revanche, des podcasts sur la paternité, il y en avait pas du tout. Et moi, c'est un truc que c'est un domaine qui m'intéresse en fait d'une manière générale. Je crois que les mecs, on les entend pas. Enfin, en tout cas, on les entend pas sociétalement, on les entend beaucoup parce qu'ils parlent beaucoup, si tu veux. Ils disent des trucs, mais on les entend très très peu sur les choses qui comptent pour moi, c'est-à-dire les émotions et typiquement, qu'est-ce qui se passe dans ta vraie vie, quoi, tu vois, à l'intérieur de toi quand tu vas découvrir que t'es père. Et donc je m'étais dit, je vais leur offrir une tribune et une possibilité de pouvoir venir discuter pendant 1 heure. Et c'est un truc, en plus, je pense que les pères, on leur tend pas vraiment le micro d'une manière générale pour raconter tout ça. Là où, même, tu vois, dans les interviews professionnelles de business, si tu veux, dès qu'il y a une meuf qui est PDG, qui est boss, etc., on va tout de suite lui demander comment tu vis, comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso. On ne posera jamais cette question-là à un mec, quoi, ce qui est complètement fou quand même. Et donc voilà, je m'étais dit, ça pourrait être marrant de raconter des histoires. Et puis en fait, au fil de l'eau, après, je me suis dit, autant garder le truc qui marche, quoi, tu vois. Okay. Puis c'est important les histoires. Enfin, pour moi, c'est le truc qui nous relie tous, quoi, tu vois. En tant qu'humanité, c'est quoi ton histoire, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de toujours entendre les histoires des gens, quoi, d'une manière générale. Ça rassure, ça permet aussi de se sentir moins seul, je pense, de se dire, tiens, en fait, la personne, en fait, elle vit le même truc que moi, mais on se connaît pas du tout. Et donc, j'ai le droit aussi de vivre ce genre de choses. C'est aussi un des objectifs. Et ce soir, on est donc sur cette thématique feel good, comme je disais un peu au début, parce que, voilà, quand on écoute vos contenus, écouter des personnalités, écouter des histoires, ça permet de se sentir mieux ou de ressentir de nouvelles choses. Est-ce que vous savez comment vous réussissez à procurer cela? C'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais vous, en tant que podcasteur, podcasteuse, qu'est-ce que vous pensez qui permet de faire émerger en fait ces récits, ces discussions avec vos invités? Quelle serait en fait votre empreinte, votre personnalité? Fanny? Je sais pas trop. Le fait de mettre les gens vraiment à l'aise, peut-être dans le sens où ils doivent comprendre dès le départ que quel que soit ce qui en sorte, ça va être OK. Si c'est triste, c'est OK. Si c'est drôle, c'est OK aussi. Donc en général, j'essaye de quand même un peu faire des blagues au début, comme ça il voit que s'il a envie de déconner, c'est bon. Mais j'ai des questions qui sont parfois un peu plus profondes, donc il va assez vite capter, je pense, qu'on peut aller où on veut. Et quand tu as cette liberté-là dans une interview, je pense que tu es beaucoup plus naturel et tu penses beaucoup moins à ouais, OK, quand on me demande telle question, je dois répondre par la chose positive que je dis toujours en promo et donc ressortir un peu les discours habituels. Donc, quand les invités comprennent que, en vrai, c'est bon, t'es là comme t'es et puis on s'en fout, on discute comme si on discutait dans un bar et je pense que ça met les gens dans un mood assez différent. Donc vraiment sur l'atmosphère aussi qu'on peut apporter dans une interview. Ouais. Et toi, Fabrice?
Je dirais que c'est déjà ce qui se passe avant, effectivement. Il y a tout ce truc d'amener les gens, de discuter avec eux. Alors, moi, j'ai un truc aussi, c'est que je déteste commencer à faire l'interview avant que les micros soient enregistrés, parce que les gens ont tendance à vouloir tout de suite commencer à discuter, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude des médias, on va dire les anonymes, quoi, et notamment dans l'histoire de Daron. Ils commencent tout de suite à me raconter leurs histoires. Je leur dis, attends, tais-toi, on parle pas de ça, on parle d'autre chose, on va discuter plutôt de ta vie, de comment t'en es venu là, etc. Et ensuite, l'autre truc pour moi, c'est vraiment l'écoute. Et en fait, c'est un peu un truc qui se perd, j'ai l'impression, aujourd'hui, où on a tendance à pas trop s'écouter. Enfin, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc., on a tendance à balancer notre vérité, et puis c'est comme ça, et en fait, on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe en face. C'est vraiment un truc pour moi qui est très important. En fait, c'est juste, je suis 100% consacré à ce que la personne est en train de me raconter en face de moi. Et en fait, je l'écoute. Voilà. C'est-à-dire que je suis juste à son service à ce moment-là, pendant 7 heures, 7h30 que dure l'interview, quoi. Et justement, quand tu parles d'écoute, Fabrice, ce qui arrive souvent, c'est que quand on écoute une personne qu'on interviewe, ça peut aussi faire écho à des choses en nous, donc en tant qu'auditeur ou auditrice. Est-ce que vous deux, ça vous est déjà arrivé, sûrement, mais quel est le moment très marquant où vous avez entendu la personne en face de vous et puis il y a eu ce mot ou cette phrase qui a fait que ça vous-même, en fait, fait débloquer des choses? Fanny? Moi, il y en a eu pas mal de moments où, mais c'est plus après coup, vu que je suis très concentrée quand je fais l'interview, des fois, j'ai pas assez de recul. Mais des fois, en faisant le montage, je suis en mode waouh, mais ça me fait remettre en question tellement de choses et je commence à penser un peu différemment, à voir les choses de manière différente. J'ai eu ça avec Yann Kojandi beaucoup quand on parlait vraiment stand-up et donc là, j'ai vu les choses un peu différemment pour l'écriture, moi, de mon spectacle. J'ai eu ça avec Lou Doyon qui a eu tout un point absolument fascinant sur le fait que c'est quand même incroyable qu'on essaye tous d'exister et de créer, d'aimer, alors qu'on sait qu'on va mourir et qu'absolument tout est vain. Et j'étais là, mais oh mon Dieu! Et vraiment, j'avais un peu les larmes aux yeux quand je faisais le montage, tellement ça m'a touchée et tout, même si c'était pas triste dans le fond, mais la façon dont elle le disait, j'étais vraiment subjuguée. Donc ouais, il y a un moment, des moments de grâce comme ça qui sont assez fabuleux. Et toi, Fabrice, tu as eu ces moments de grâce-là aussi? Ouais, en général, ça se passe plutôt en direct, où bah, effectivement, et surtout dans l'histoire de Daron, en fait, où j'ai eu quelques histoires un peu compliquées. C'est impossible de pas être en empathie avec la personne qui est en train de te raconter les trucs, quoi, si tu veux, et d'avoir les larmes qui montent, d'être aussi ému voire même plus ému que la personne, parce que la personne en face, elle te raconte son histoire, mais elle l'a déjà process, etc. Et moi, je la prends pour la première fois en pleine face, où j'ai tendance pour le coup à me projeter moi en tant que père, quoi, tu vois, à me dire, ok, si tu es en train de me raconter tout ça, si moi je l'avais vécu, comment je l'aurais vécu, quoi. C'est des moments en général d'ailleurs, j'ai tendance un peu à couper, parce que à ce moment-là, moi, mon émotion à moi, je trouve qu'elle sert un peu à rien. Sauf, je l'ai fait une fois ou deux, je pense. Il y a un autre moment aussi où je racontais justement que j'ai pas du tout, j'ai tendance à pas passer de temps en général avec les gens, enfin en tout cas un minimum possible. J'ai fait un épisode d'Histoire de Daron avec ce mec dont la fille a été en mode cancer, vraiment avec diagnostic vital engagé pendant 12 ans, de ses 6 à ses 18 ans, donc vraiment un truc hardcore. Et la fille, elle a eu 23 opérations. Et en fait, avant l'interview, c'était à Colmar, en fait, donc je suis allé sur place. Il est venu me chercher. En fait, on a déjeuné ensemble et on a commencé un peu l'interview contre mon gré. À chaque fois, je lui disais, vas-y, viens, on revient. Et en fait, de faire plus connaissance avec ce mec avant même qu'on démarre l'interview, parce que déjà, son histoire, elle était bouleversante. Ça m'a mis dans un état, moi, sur le moment de l'interview. J'étais même d'ailleurs globalement pas bon, quoi, parce que j'étais submergé par mes émotions. Mais bon, voilà, quoi, ça. Je crois que de toute façon, c'est de l'humain, et ça, tu peux pas faire grand-chose d'autre que juste l'accepter et puis de prendre les émotions dans la gueule quand elles arrivent, quoi. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est vrai que finalement, ces interviews, ça pourrait être aussi des échanges qu'on a dans la vie. Enfin, on est à travers un format qui va être le podcast, donc on va mettre des micros, mais en soi, la conversation, elle est réelle.
Et donc là, on a un peu débroussaillé un peu tout cette chose-là qui est l'interview. Quelle est votre attitude par rapport à cela? Comment vous les préparez? Des choses que vous avez pu ressentir durant vos interviews. Et maintenant, là, on a un grand public qui nous regarde et je pense qu'il soit envie de se lancer dans le podcast ou de comprendre un peu les tips pour réaliser une interview. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils, des secrets de fabrication sur l'interview? Fanny? Moi, je dirais de ne pas essayer de faire comme dans une interview, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que d'essayer d'avoir des codes qu'on n'a pas nécessairement, ou des codes qui sont un peu vieillots et qui apportent pas grand-chose, d'être trop genre comme à la radio, parce que c'est ce qu'on a toujours entendu, alors que justement, le point du podcast, c'est de pouvoir faire les choses un peu comme on veut et de prendre du temps et tout. Donc, je dirais d'accepter de venir un peu comme on est. Et souvent, quand on m'interviewe, les gens, ils sont là, je suis désolée, je bafouille et tout. Oui, en fait, parce que dans la vie, on bafouille. Dans la vie, des fois, on bute sur des choses où on cherche le bon mot parce qu'on va être plus précis, on hésite et tout, mais c'est normal. Et je trouve que ça en dit beaucoup, en fait. Des fois, les hésitations et tout en disent plus que la question ou que la réponse, parce que le fait qu'on cherche veut dire quelque chose. Donc, d'accepter un peu les failles et les hésitations et d'accepter de ne pas être toujours dans les trucs très préprogrammés qu'on a toujours entendus, quoi. Et toi, Fabrice? Moi, je dirais le plus tôt possible, le plus vite possible, enlevez votre feuille. C'est-à-dire juste venez autant à poil que vous êtes, que la personne est en face de vous, quoi. C'est-à-dire en tant qu'intervieweur, si tu as déjà fait des interviews dans l'autre sens, en fait, c'est assez perturbant de te retrouver face à quelqu'un dont tu sais qu'il a une trame de questions et toi, tu sais pas du tout ce qu'il va venir te poser comme question. Et c'est Blanche Gardin, une fois, qui m'a dit, c'était une interview pour Mademoiselle sur YouTube, et effectivement, elle me dit un truc, et moi, je capte ce truc-là, j'ai envie de rebondir dessus, elle parle encore 2-3 minutes, et en fait, sur le moment où elle a terminé, j'ai un blanc, je sais plus sur quoi je voulais rebondir, et en fait, j'ai un trou, et je lui dis, ok, j'ai un trou, merde, attends, bouge pas. Et en fait, je lui dis, tu sais, comme je prépare pas et que j'ai pas de papier, quoi, je sais pas trop, je sais, parfois, je me retrouve avec des trous. En fait, elle m'a dit, mais c'est super, vraiment fais ça, parce que de ce fait-là, moi, ça me détend vachement, et t'es dans la même position que moi. Et de ce fait-là, aujourd'hui, c'est vraiment un truc que je prends à cœur de faire, quoi, de juste être dans la discussion avec les gens. Alors, c'est dur parce que toi, en tant qu'intervieweur, surtout quand tu débutes, c'est un peu sans filet, quoi. Mais de ce fait-là, ça t'oblige aussi, quand tu as un trou, tu vois, à juste faire, ah bah merde, j'ai un trou, alors bouge pas. Puis moi, parfois, je peux avoir des trous de 1-2 minutes, quoi, avec les gens, en disant, attends, qu'est-ce qu'on était déjà en train de dire? Tu me racontais ça. Et en fait, là, c'est la personne en général qui me raccroche à ce que je voulais, à ce sur quoi je voulais rebondir. Et je trouve que de ce fait-là, ça crée un vrai truc, quoi. Un truc Mais naturel. d'ailleurs, moi, je me suis fait la réflexion dernièrement qu'il faudrait justement que j'ai un bloc-notes à côté de moi pour noter des fois les trucs que les gens disent, parce que des fois, on dit quelque chose d'hyper intéressant, t'as genre 14 questions qui te viennent, sauf que évidemment, 3 minutes plus tard, t'as totalement oublié, donc tu perds des portes d'entrée. Donc c'est hyper frustrant, surtout quand tu réécoutes au montage, t'es là, putain, mais c'est ça que je voulais demander. Donc c'est cool d'avoir un bloc-notes avec soi, je trouve. Mais justement, tu vois, moi, j'ai un trou parce que je suis en train de regarder les questions sur le Facebook Live. Tu vois, t'es pas dans le moment. Tu vois? Parce que je reçois une notification en mode, voilà les questions qui sont déroulées. À quoi ça sert alors qu'on fasse des conseils? Merde. Non, mais en tout cas, après, en plus, une fois que vous avez interviewé, parce que je pense qu'il y a un peu cette pression-là, même si c'est du podcast, et que c'est de se dire, ah, mais là, je suis en train d'interviewer quelqu'un, donc quand je vais faire mon podcast, la personne va entendre mes hésitations, va entendre tout cela. Sauf que ce qui est pratique, justement, au-delà du direct, c'est que on peut remonter, on peut... après, certains font le choix aussi de ne pas le faire, et c'est très bien. Mais il y a aussi, je trouve, ce petit mécanisme qu'on a dans notre tête de se dire, là, en fait, tout ce que je dis, tout est gardé. Mais en fait, pas forcément. Il y a des choses aussi, si on est sur une interview de 3 heures, et je pense que ça doit vous arriver quand vous... Non, pas du tout. Toi, tu coupes, Fanny, tu cuts de ouf. Non, je cut pas beaucoup.
Mais je dis à l'invité dès le départ, je peux que t'aies ce que tu veux. S'il y a une question, tu dis non, tu tapes sur le micro, comme ça je sais qu'il y a un truc. Ou si tu veux à un moment faire une pause, fumer une clope, aller pisser, genre tout est OK. Ouais. Tu fais comme tu ferais dans une conversation, donc tout peut être monté. Tout, voilà. Mais sinon, je cut pas beaucoup. Ouais, les hésitations, des fois, quand c'est de ma part, et qu'en fait, j'essaie quand même de laisser les hésitations, mais de rendre ça facile pour l'auditeur. Et donc, c'est un peu un juste milieu entre qu'est-ce qui va être juste chiant et qu'est-ce qui a vraiment du sens. Oui, parce que parfois on se trompe dans notre formulation de questions, ou on n'arrive pas à s'exprimer. Parfois, le fait de rebuter plusieurs fois, c'est vrai que quand on va écouter le contenu, ça peut créer un frein pour les auditeurs ou auditrices, quoi. Et toi, Ouais, et Fabrice, puis aussi, oui, pardon. Pardon, je t'ai coupé. Oui, et aussi, je pars toujours du principe que le premier quart d'heure de l'interview, je vais pouvoir le jeter parce que ce sera que des trucs où on se tourne autour, où on ne sait pas trop comment agir et tout. Donc, j'essaie toujours de mettre des questions un peu random, un peu des trucs très, très classiques et tout au début. Comme ça, je sais que voilà, le début, ça va pas être très intéressant. Je peux le jarter. Et puis, une fois qu'on est plus à l'aise ensemble, on y va et je peux demander ses blessures d'enfance. C'est parti. Et toi, Fabrice, du coup, tu ne cuts pas? Non, très très peu. Vraiment, le minimum. Et en fait, c'est bien parce que je pense que ça m'oblige aussi, moi, en tant qu'intervieweur, à rester efficace, entre guillemets. Et en fait, alors je comprends ce que tu veux dire, Fanny, mais pour moi, après, l'idée, c'est de faire en sorte de poser la bonne question avec les bons mots et d'être honnête et franc, quoi, tu vois. Alors, effectivement, il ne faut pas démarrer par les blessures d'enfance dès le premier quart d'heure parce que c'est compliqué. Mais en fait, je crois aussi que quand je débutais, moi, les interviews, j'avais tendance à pas oser poser les questions. Là où aujourd'hui, en fait, je dis à la personne que, en gros, la personne, elle sait qu'elle vient et que je vais pas chercher à la descendre, à la flinguer. Mais en revanche, si j'ai envie de poser une question qui va peut-être un peu la secouer, je vais dire alors excuse-moi, mais on peut pas ne pas parler de ça. Et donc, comment ça se passe en fait? Et voilà, ça aide à aller droit au but en fait. Peut-être aussi que le mot interview, il fait peur. Enfin, en fait, il faudrait le remplacer. Il faudrait dire, voilà, on va discuter, en fait. C'est peut-être ça aussi qui pose des choses dans nos têtes, parce que interview, on a ce côté-là, parfois beaucoup télé, radio, direct, alors que oui, ça peut être un aussi... côté très promo où on va aborder que des choses très classiques, quoi. C'est ça. Donc justement, on a des questions pour vous deux qui sont sur Facebook Live. On a justement Evandra Cliff qui demande votre spécificité dans les interviews longues et audio par rapport à des gens de radio comme Chancel ou Laure Adler, Olivia Gisbert, Marie Richeux. Genre, quelles sont vos spécificités par rapport à ces personnalités-là de la radio? Perso, j'écoute très peu la radio. Donc, je saurais même pas dire. Je dirais que, évidemment, il y a le côté on a tout notre temps. Donc, si tu veux qu'on parle 2h30, on parlera 2h30. Il y a vraiment zéro limite. Le fait que certaines émissions qui sont en direct, il y a cette pression de là, tout le monde entend déjà ce que je dis. Tandis qu'en interview, tu peux peut-être enfin, en podcast, tu peux peut-être être plus à l'aise avec le fait que ça peut être coupé, il n'y a pas de stress. Puis je dirais, il y a un truc d'intimité aussi que peut-être certains arrivent à créer en radio, mais je pense que c'est plus compliqué d'atteindre une intimité telle quand tu es dans des studios avec tout le truc autour. Tandis que là, voilà, tu prends deux petits micros, tu es dans son salon, donc il se sent peut-être un peu plus chill et ça te permet d'aborder des choses parce que genre tu es dans sa vie plutôt que d'être dans un carcan promo, on va dire. Ouais. Et toi, Fabrice, Moi, tout pareil que Fanny, je rajouterais juste un truc, c'est que en fait, nous, on n'est pas coupé par des publicités ou par des interruptions permanentes, si tu veux, ou enfin, pour avoir fait un peu de radio parfois en promo, c'est tellement relou en fait parce que les mecs ils te prennent 3 minutes et puis après ils font passer un jingle ou un truc comme ça. Là, en fait, on a le temps de délayer quoi, et c'est pas interrompu par, la discussion n'est pas interrompue sans arrêt quoi. Je crois que je le verrai comme ça. Ouais. Le cadre n'est pas du tout strict, quoi. C'est vraiment, c'est vous qui choisissez combien de temps ça va durer et le podcast permet cette liberté-là quant à la diffusion, parce qu'on se rend bien compte des contenus de 3 heures, ils sont aussi très bien autant écoutés que des contenus de 10 minutes. Enfin, à partir du moment où le sujet est intéressant et qui touche la personne qui va écouter, c'est bon, quoi.
Et alors, cette même personne nous fait un peu une synthèse de votre manière de faire du feel good en interview. Euh, Elle dit pour Fanny Ruet, une préparation et une atmosphère différente par un cadre qui sort la personnalité qui l'intéresse, stand-up, musique, art et de l'exercice promo. Mhm. Et pour Fabrice Florent, le fait d'interroger plutôt la masculinité sur des sujets peu abordés, de l'empathie et une atmosphère par une conversation de mise en préparation. C'est bien ça. Engagé. 20 sur 20. Je pense qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de faire cette conférence. On a déjà le résumé. Non, mais Dani, tu veux peut-être lui poser les questions à cette personne. ouais. Et il y a une autre question qui est sur une approche journalistique sur les sujets ou les personnes que vous interviewez. Est-ce qu'il y a une approche par la phase documentation? Parce que vous disiez au début que vous ne préparez pas tant que ça, mais est-ce que vous allez quand même utiliser des documents, vous renseigner sur la personne, comment ça se passe? Si, moi, je prépare quand même beaucoup, mais d'une façon qui n'est pas tant journalistique, parce que je pars du principe que je ne dois pas tout couvrir, je m'en fous. Donc, vu que j'ai aucune obligation, je vais juste aller dans les domaines vraiment qui m'intéressent. Je vais quand même beaucoup lire d'interviews, je demande toujours la revue de presse, tout ça. Et puis, je vais surtout beaucoup écouter de vidéos et d'audio, parce que je trouve que ça permet de sentir beaucoup plus comment est la personne, un peu ses sensibilités. Et donc, tu en apprends beaucoup plus dans un podcast où elle se permet de divaguer, d'aller sur des sujets qui l'intéressent elle, que dans des trucs interview papier, même si c'est des bons journalistes. Donc voilà, essayer de consommer le plus possible de contenu de cette personne, mais surtout audio et vidéo. Moi, je suis d'accord. Je suis un peu pareil, surtout avec Histoire de succès, parce qu'en général, c'est des gens qui ont déjà fait de la promo. Et pour moi, en fait, c'est cool quand j'ai des retours d'auditrices ou d'auditeurs qui me disent ah bah j'ai écouté beaucoup notamment j'ai eu un commentaire comme ça sur Riyad Satouf que j'ai interviewé et quelqu'un m'a dit bah c'est super parce que j'ai vraiment tout bouffé de Riyad Satouf parce que je suis une grande fan et en vrai tu arrives à lui faire parler de trucs que j'avais jamais entendu de sa part. Donc ça c'est plutôt chouette, mais effectivement d'aller chercher un petit peu tout ce qui peut se raconter. Mais généralement, encore une fois, les radios et les interviews, on va dire à peu près classiques, elles laissent quand même des champs ouverts, quoi, tu vois, vers lesquels tu peux aller. Ouais. Oui, parce que parfois, on peut vraiment avoir l'impression que tout a été dit, mais en fin de compte, sauf que c'est là qu'interviennent les blessures d'enfance. Exactement. Ouais, ou même, en fait, tu peux très bien refaire parler une personne. Tu vois, Satouf, encore une fois, il parlait de son atelier. Il passe une fois où il raconte qu'il a été en atelier avec Johann Sfar, etc. Et en fait, la personne rebondit pas dessus, tu vois. Je lui dis, bah non, mais moi, j'ai envie de savoir comment il s'est retrouvé dans cet atelier avec Johann Sfar, etc. Et ce que ça lui a apporté. Et en fait, typiquement, voilà le genre de truc où c'est juste une question d'angle à un moment donné. Toi, il y a un truc qui va t'intéresser, tu vas dire, attends, ça bouge pas 2 secondes, ça m'intéresse, vas-y, viens, on va parler de ça. En général, les interviews promo montrent les portes et toi, tu peux t'engouffrer dedans quand tu as plus de temps, quoi. Et toi aussi, tu as un exemple, Fanny, là tu venais d'en donner un, Fabrice, d'un moment où tu as réussi à aller dans ce... Tu t'attendais pas à cette réponse-là, enfin tu dis, tiens, en fait, je vais poser cette question-là, et tu as pu avoir une réponse vraiment auquel tu t'attendais pas. Ou c'est comme ça à chaque interview, peut-être, aussi? Non, c'est pas comme ça à chaque interview, parce que des fois, juste ça prend pas, tu vois. T'as beau essayer, t'es là, mais j'ai rien, t'as l'impression qu'il n'y a pas de... Enfin, tu vois, c'est un truc un peu hyper frustrant. Mais non, mais il y a eu des fois où je pose des questions sur le professionnel et on part dans des trucs perso un peu deep et tout. J'ai eu ça avec Sophie-Marie Larouille, genre, on a fait c'était en live au Brussels Podcast Festival. Et on a fini dans un état, c'était très drôle, mais à un moment, elle était à 2 doigts de pleurer. Donc moi, j'étais là, oh mon Dieu, je suis sur scène devant 300 personnes, j'ai mon invité qui va pleurer, qu'est-ce que je fais? Et juste, on s'est retrouvés dans un truc qu'on n'avait absolument pas prévu, alors que de base, on parlait de choses plutôt classiques, quoi. Et ouais, des fois, je sais pas, il se passe un truc et ça part et tu ouvres la porte, tu vas au bout et ça t'emmène des fois dans des endroits que tu n'avais pas du tout prévu, quoi. Et c'est ça aussi qui est magique dans les interviews, c'est que... Le buzz. Alors, on va prendre une dernière question. Ça fait quoi de savoir que vous accompagnez les journées et les vies de plein de gens?
Et c'est Pierre Tinard qui pose la question. Fabrice? Je sais pas, c'est pas un truc concret chez moi, tu vois. J'ai juste, pour moi, l'important, c'est que quand je fais cette interview-là, elle est cool, tu vois, et à la fin, je me sens bien et je me dis, j'ai passé un bon moment. Et puis après, je la mets sur les podcasts et puis les gens m'envoient des messages et c'est pas tangible pour moi, quoi, tu vois. C'est pas un truc où je me dis, oui, j'accompagne la vie de plein de gens tous les jours. C'est pas du tout, quoi. C'est plus simple que ça, je trouve. Ok. Et toi, Fanny? Moi, ça me fait plaisir de savoir que je m'intègre doucement dans les cerveaux et qu'un jour, je dominerai le monde. Mais sinon, c'est pas non plus un truc auquel je pense parce que quand je fais un podcast, je me dis toujours j'ai envie que ça me plaise à moi et que j'ai envie que ce soit le podcast que j'aurai envie d'écouter. Mais ça fait vachement plaisir quand tu reçois des messages après de gens qui te disent « Ah, ça m'a fait réfléchir à tel truc d'une façon que je l'avais jamais vu ». Là, tu te dis, putain, c'est fou que ça touche des gens et que ça serve à quelque chose d'autre qu'à justifier le fait que j'aille prendre des cafés avec des gens qui m'intéressent. Et ça te donne une motivation parce que ça prend beaucoup de temps. Moi, vu que je produis moi-même et tout, que je fais tout moi-même, ça prend énormément de temps. Ça rapporte pas beaucoup d'argent parce que bon, il y a un Patreon, mais c'est pas ça qui va payer mon loyer. Donc des fois tu te dis putain, est-ce que j'ai envie de mettre autant d'investissement dedans? Puis là tu reçois genre des dizaines de messages et tu te dis bah oui en fait, hein, clairement oui, parce que je suis pas la seule à qui ça apporte quelque chose et donc c'est quand même vachement agréable. Bien sûr. Et là, Fanny, juste pour toi, Donovan Boisset te demande quand est-ce que tu invites Céline Dion. Quand elle acceptera, mais si j'arrive déjà pas à voir Laurie, je pense que j'arrive pas à voir Céline Dion, hein. On espère pour 2021. Putain, Ça y est. Autant la fin du Covid, je m'en fous, mais avoir Laurie ou Céline dans mon podcast, ça, c'est mon vrai objectif. Merci, Fanny et Fabrice. Est-ce que vous avez envie de parler d'une actu que vous avez en ce moment? Les projets pour 2021 pour vous deux? Les projets, moi j'ai mon spectacle qui reprend dès que les théâtres rouvrent à Paris et en Belgique. Les gens qui doutent toutes les 2 semaines. Et puis je ferai bientôt un nouveau podcast qui sera sur l'humour et la littérature. Enfin, ça parlera de littérature, mais ce sera très drôle et ce sera des petits formats et j'ai vraiment trop hâte que ça sorte. Génial. Parce que c'est extrêmement chouette. Donc voilà, globalement c'est ça. Donc on te suit sur les réseaux et on attend la sortie avec impatience. Absolument. Et toi, Fabrice? Moi, c'est de continuer à profiter du temps que j'ai récupéré depuis que j'ai revendu Mademoiselle, si tu veux, et de continuer mes podcasts, en fait, et de faire en sorte d'aller chercher des invités que j'ai envie d'aller chercher, enfin, tu vois, de continuer à l'agrémenter. C'est cool. Enfin, tu vois, c'est déjà bien 3 podcasts. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc toi, objectif, continuer à recueillir et diffuser de nouvelles histoires. Exactement. 2021. Mais merci beaucoup, Fanny et Fabrice. Merci beaucoup à de toi. leur donner toutes les clés. Enfin, c'était vraiment super agréable d'avoir cet échange avec vous et j'espère que les personnes qui nous ont suivis ont pu vraiment ressentir comment vous faisiez des interviews et puis quel est le but en fait, qui finalement de se relier les uns les autres et c'est plutôt joli comme projet. Merci beaucoup. Merci, salut. Merci. Eh bien, c'est la fin de cette soirée, elle s'achève, mais j'espère que cette énergie feel good qu'on a essayé de vous transmettre dans des temps qui sont un peu difficiles, vous avez pu la ressentir. J'espère aussi de tout cœur que ça vous aura apporté des idées pour vos futurs contenus si vous avez le projet de créer un podcast ou sinon que vous avez pu rencontrer vos fans de podcast. Acast et Grand Control vous souhaite une très belle année, le 28 janvier, malgré tout. Et puis, surtout, prenez soin de vous en ces temps difficiles. Nous, on se retrouve chaque mois, toujours, pour l'instant en digital. Et puis, quand la situation ira mieux, on se retrouvera en physique avec Grand Control. Donc, je vous dis rendez-vous en février. Et puis, à bientôt. Et merci à tout le monde et à Frédéric Horry qui s'occupe de la technique.